Et salut tout le monde et bienvenue sur Findal Café. Bonjour Twitch, bonjour YouTube, bonjour les podcasts, bonjour toutes les plateformes diverses et variées. Salut Steak Haché dans le chat, salut Zup qui vient râler sur le fait que je vais râler sur Verdance et qui lâche un prime pour se faire pardonner. Salut Rélis, merci pour le prime, ça régale, j'espère que vous allez bien tout le monde. On va se mettre une petite musique d'ambiance quand même parce qu'on n'est pas des bêtes. Bon, si on est là aujourd'hui, c'est pour faire les gros sweaty tryharders et faire le point sur la metagame depuis la sortie de Super Slam. En fait, on va faire un petit bilan de où en est la méta du jeu, ce qui a changé peut-être par rapport à la méta d'avant, etc., etc. Et je vous propose qu'on s'y attelle d'ores et déjà. Et voilà, ça râle dans le chat, je le savais, mais on était un peu là pour provoquer le rage bait. On était là pour faire du rage bait. On va commencer déjà par se mettre en mode écran de chat, parce que faut que c'est joli. Voilà, on voit rien, c'est parfait. Magnifique. Hop là. Si vous permettez, je vais... je vais régler ce truc, parce que sinon... Voilà. Magnifique. Et normalement... On y est. Parfait. Alors déjà, on va revenir... Donc la méta précédente, c'était la méta Pro Tour Singapour, avec Gravy Bones ultra dominant, et un peu de Syndra qui se balade, un peu d'Ocilio, un peu de Fang, Sleepy évidemment, Sleepy très très fort à ce moment-là, donc la méta Pro Tour Singapour, Calling, Copenhague, et quelques autres events que j'oublie, mais voilà, c'était la méta I6 donc cette méta c'était rythmé par voilà, Gravy, Sleepy, les deux boss de la méta, et les deux boss de la méta et les quelques persos qui s'articulent autour, donc Syndra qui arrive à s'en sortir, Ocilio qui arrive à s'en sortir pas mal, Fang qui faisait une remontée dans les sondages, et puis voilà, ça c'est la banlist de LL, c'est pas ça qu'on veut. Mais bref, on va la faire de tête, cette banlist. Je prends mon petit goûter en même temps et mon petit café. Verdant c'était ok, mais elle était très mal positionnée dans une méta où Gravy était aussi dominant. Bien que contre Sleepy, par contre, ça était très bien. Contre Syndra, elle s'en sortait bien. Contre le... En fait, il y avait juste Gravy qui la mettait un peu, on va dire, en échec. Et ça nous amène donc à ce que je voulais retrouver, mais si je tape ban, est-ce qu'il va me trouver la ban and restrict? Parce que d'habitude, le 6 octobre, c'est pas celui-là, c'est le 2 septembre, je pense, celle qui nous intéresse. Oui. Oui, oui, oui. Et donc, avant la sortie de Super Slam, on avait eu une banlist, donc cette banlist qui avait banni donc Bonds of Agony, la carte la plus puissante du pool assassin et qui était devenue... qui était déjà très 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 forte quand Nu était encore dans le format, mais qui était devenue complètement ingérable avec Sleepy qui était sorti et qui l'exploitait à son ultime potentiel, c'est-à-dire Bonds of Agony pour 1, enfin qui fait 1 go again. Bah peut-être tu vas prendre 11 et tu vas perdre, je vais détruire ta main. Peut-être c'était un go again et en fait derrière il y a juste CNC. Tu te démerdes et c'était ingérable évidemment. On va faire les méta des gros tournois, mais aussi on va passer en review les ProQuest, puisque pour le moment on n'a pas eu tant de gros tournois que ça, Aurel, sur la méta, donc on va regarder un peu les deux, et j'aurai mon petit mot à dire sur la méta des ProQuest notamment. J'aurai mon petit grain de sel à déposer. Voilà. Et donc là on repart aux fondations de cette nouvelle méta, donc qui est donc d'abord la banlist qui a, on va dire, mis un terme à la domination de Gravy et de Sleepy. Gravy qui reste très fort, on va le voir après, mais qui a mis un coup d'arrêt donc à la carrière de Sleepy
et plutôt pas mal d'assassins en général pour l'instant, mais qui a aussi vraiment calmé le bon vieux Gravy Bones, histoire que le jeu puisse respirer un peu, parce qu'il était devenu, sinon très dominant, il était au moins extrêmement polarisant pour la méta, et toute la méta s'était articulée autour de sa présence, avec, oui, donc on le disait, donc des Syndra, des Aira, des Sleepy, enfin en fait il fallait forcément jouer un perso qui ait plein de go again, des Fang, des Dorinthea qui revenaient, enfin il y avait des espèces de counters qui essayaient de ressortir du placard, qui n'étaient pas forcément les decks les plus forts du pack, parce que Verdant c'était un deck très très fort déjà à ce moment-là. Salut le chat. Mais Gravy tirait toute la couverture vers lui, et donc c'était soit jouer Gravy, soit jouer un truc qui peut essayer de battre Gravy, ou en tout cas faire de son mieux pour le counter. Et donc la méta était devenue ça, évidemment. Et donc ça part de cette banlist où on a donc la Bonds of Agony pour calmer Sleepy durablement avec cette carte qui n'était plus gérable à cause de son pouvoir de héros. Le ban de Golden Tipple rouge et jaune, qui était le moteur principal de l'ancienne version de Gravy Bones, et donc calmer voilà, ce moteur à gold exceptionnel qu'il avait, et ce moteur à dégâts aussi, puisqu'en fait les tours Golden Tipple, généralement c'était des tours où tu ne pouvais pas te permettre de bloquer Golden Tipple, parce que tu savais que derrière il y avait alors une grosse patate d'alliés, et qu'il allait falloir gérer cet allié immédiatement sous peine de perdre la game. Et des fois il y avait même un Conqueror qui s'intercalait entre les deux, histoire de bien planter le clou dans le cercueil. Donc ouais, Golden Tipple qui était la meilleure carte de Gravy Bones de très très loin pour faire tourner le deck, et donc ils ont voulu faire en sorte que le deck doivent mériter un petit peu plus la puissance des alliés, puisque les alliés restent extrêmement puissants, mais maintenant il faut se dépatouiller un peu plus, et il faut cravacher un petit peu plus pour arriver à les mettre dans le cimetière, à faire des golds, à faire tourner le deck. En fait, le deck tourne de façon beaucoup plus complexe et un peu plus difficile que quand il y avait Golden Tipple qui faisait tout d'un coup, qui faisait les doms, les gold, le discard, tout en un, en above rate. Et ouais, et puis finalement, bah ouais, excellent ban. Hein, pour le coup, Gravy Bones reste très bon, et reste tout à fait jouable, même s'il n'est plus ultra oppressant comme il l'était avant. Donc pour le coup, ils en visaient juste, a priori. On avait le ban préventif, deux bans préventifs, puisqu'il y avait Plume of Evergross qu'ils ont... Heureusement qu'ils ont banni Plume of Evergross avant la sortie de Light Up the Leaves. Light Up the Leaves, c'est la carte de Verdance qui fait un sort d'Arcana 6 Earth, qui est sorti dans Super Slam en expansion slot. Et ban préventif de Toke Big Game pour Laias a priori, et probablement Pléiade aussi. On se demande s'ils auraient pas mérité de l'avoir, cette carte, finalement, parce que bah, les nouveaux héros de Super Slam, on va le voir, ne sont pas brillants pour l'instant. Ils n'ont pas encore eu l'occasion de briller. Peut-être qu'il faut encore que les joueurs et joueuses continuent de trifouiller pour trouver une liste qui tourne, mais pour l'instant, les espoirs sont maigres. Voilà. Le fait que Gravy soit encore giga fort malgré l'absence de sa meilleure carte, ça montre qu'il y avait un gros souci, effectivement. Ouais, Gravy avec Golden Tipple, c'était absolument unfair. On l'a vu au Pro Tour à Singapour, puisque 4 Gravy en top 8 sur un Pro Tour, les deux en finale. Pareil, le calling d'après, de Gravy en finale qui se tape dessus. Ouais, et à Copenhague, c'était... Certes, Gravy était moins dominant, mais parce que l'intégralité de la salle était venue pour tuer Gravy, et genre vraiment, quand je vous disais que la méta, le deck n'était plus ultra dominant, mais en fait, tous les decks qui étaient jouables dans la méta, c'était des decks qui soit pouvaient bien jouer contre lui, soit qui étaient des counters directs. Donc c'était vraiment la méta Gravy, qui soit fort ou... Enfin, qu'il perf ou pas, tout le monde jouait autour de Gravy en permanence, quoi. C'était Gravy. Donc, voilà. Et le débat de Germinate qui n'a rien changé finalement, puisque Florian a une méta qui lui est absolument défavorable actuellement, on va le voir tout de suite. Donc voilà, ban de toutes ces cartes là, des bans de Germinate, sortie de Super Slam. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien on a eu le Calling Shizuoka qui était le premier événement. Pour lequel on a eu les nouvelles cartes de Super Slam post-ban,
de Gravy, enfin post-ban de Tipple et de Bones of Agony principalement. Et donc à cet événement-là, retour en puissance de Kaio, puisque 7 brutes gardiens, tout le monde s'est dit Kaio, qui était le best deck quand il y a eu le dernier set brutes gardiens, rebelote, j'ai envie de dire, on prend le même et on recommence, c'est probablement le meilleur deck. Tout le monde s'est dit, s'il y a que des Kaio et des gardiens, le bon deck à jouer, c'est Florian. Donc premier à la méta, Kaio, deuxième à la méta, Florian. Et bon, après, par contre, on a gardé les usual suspects de la méta d'avant, donc Syndra, Gravy, Verdance, les 3 starters Pokémon, comme on va les appeler. Et bon, des petits restes de la méta précédente, des Fang, des Ira, des Kasai. Et bon, après, ça commence à se diluer à partir de là. Mais comme on le voit, très peu de Rival Kaio, seulement 3. 3 Valda, alors qu'il y a eu le Mastery Pack Gardien aussi qui est sorti au passage. Aucune Pléiade, un Laias, 7 Pléiades, j'ai raté la Pléiade. 7 Pléiades, un seul Laias et 0 Tough Nut, donc des nouveaux persos qui ne font pas l'unanimité a priori au Japon. Et dans cette méta-là, un jour 2 qui a dû en décevoir plus d'un, puisque Kaio, qui était le deck le plus représenté, alors là je sais pas pourquoi celle-là est toute petite, mais c'est pas grave, on va zoomer. Kaio, qui était le deck le plus représenté, s'est retrouvé avec un 11% de taux de conversion, ce qui est catastrophique, puisque il me semble que sur un calling, le taux de conversion attendu, c'est une vingtaine de pourcents. Je sais plus combien c'était, faut faire juste le calcul joueur jour 2 sur joueur jour 1, mais il me semble que c'était 20 ou 25% peut-être 25-28% le taux de conversion attendu. Donc énorme flop, mais vraiment énorme de la part de Kaio, et par contre Gravy, Syndra, Verdance qui font des perfs excellentes. Florian qui est moyen finalement, alors qu'il était attendu très très fort avec le déban de Germinate aussi. Et après, Dashayo, Ocilio, Kano qui font des belles perfs, mais sur des petits échantillons, donc c'est plus dur de garder les stats, enfin, en tout cas d'avoir des stats qui sont fiables. Ça m'a rappelé le Calling Lyon avec la sortie de Rosetta et le mur d'Enigma que se sont pris les héros de Rosetta. C'est vrai que c'était un peu ça. Et encore, à ce moment-là, on n'avait pas encore eu la decklist Viscerai 2.0 qui était sortie et qui était très fort contre Enigma et qui après a justement dominé la méta une fois qu'il a été résolu, ce build de Viscerai. Mais c'est vrai qu'à Lyon, comme le set venait de sortir, comme ici, les listes Viscerai n'étaient pas du tout au point et le deck ne tournait pas bien, quoi. Par contre, dès que la liste a été à peu près mise au propre et que Viscerai nouvelle version était à full patate, là par contre il a été très très dominant, même quand il y avait encore Enigma de disponible. Mais c'est vrai qu'à Lyon, il y avait eu beaucoup de Florian par rapport à la sortie, parce que perso très populaire, gameplay mid-range assez classique, qui est apprécié de beaucoup de joueurs, moi compris. Et ouais, ça Enigma elle se régale, forcément. Donc ouais, gros flop pour les brutes, puisque les brutes, pareil, il y avait des RKO aucun jour 2, un vieux Reinhardt qui passe jour 2, on sait qui c'est, et seulement 5 KO, et puis gardien, un Victor, une Pléiade qui passe, donc les effets immédiats du set ne se sont pas fait ressentir, puisque les gardiens, il n'y en avait pas énormément, mais il y en a pas beaucoup plus qui sont passés. Et les brutes, catastrophe aussi. Enfin voilà, gros flop côté gardien et brut sur le calling Shizuoka. Merci Tekem énormément pour le Prime, ça régale. Merci pour les 8 mois d'affilée, c'est trop stylé. Et on avait même le top 8, donc on avait 2 Gravy, 2 Syndra. On avait quand même un Kaio qui s'était hissé jusque-là. Enfin, on avait 2 brutes malgré tout, donc un Kaio et un Reinhardt. Donc possiblement problème de decklist pour les autres, peut-être, puisque quand même 2 brutes en top 8. Et ce n'était pas Eugène le Reinhardt qui était passé, c'était Shinya Kawaguchi que je ne connais pas du tout. Donc finalement, 2 brutes qui se hissent en top 8, 2 Gravy de Syndra comme à l'ancienne, et 2 héros Earth, un Florian, une Verdance, donc Earth qui reste extrêmement fort depuis la sortie de Rosetta, évidemment. Merci Nekra énormément pour les 1 an, joyeux anniversaire de sub, ça régale, c'est trop stylé. Merci à toi pour ton soutien indéfectible depuis cette année.
Donc ouais, finalement peut-être un espoir pour Brut, les joueurs Brut qui se disent que ils ont peut-être pas joué la bonne liste et que leurs collègues ont réussi à toucher le top 8, donc finalement peut-être une lumière au bout du tunnel pour cette classe qui galérait depuis un petit moment déjà. Et c'est remporté par Syndra à la fin, ça on s'en fiche un peu. On a eu... où est mon Battle Harden Paris. Alors le Battle Harden Paris, j'ai plus le... On peut peut-être le retrouver là. On peut peut-être le retrouver là, si j'ai dans... Non, peut-être pas dans Article, dans Events. Je vais dans le World Tour, on doit pouvoir... Non, c'était septembre ou c'était... Il me semble... non, oui, c'était avant Hambourg, donc c'était une semaine avant Hambourg, donc il n'y est plus là. Faut que j'aille le chercher à la main. BH Paris. Est-ce qu'on a juste les petits résultats ici? Non, ça c'est juste la présentation de l'event. Je ne me souviens plus. On a les decklists, mais que des gagnants. Mais BH Paris, globalement, de souvenirs, hein, grosse domination de Syndra, Verdance. Voilà, on avait la team des gagnants, donc Evan, Tom et Arthur, Syndra, Verdance, Florian, qui était un peu la line-up par excellence, et on avait eu des petites originalités dans le top avec le rival Caillot de Clément de Pouzy. Il y avait une Pléiade aussi, côté équipe néerlandaise, puisqu'il y avait une équipe néerlandaise en top 4. Celle-ci, celle de Donovan Van Beek, donc qui avait ramené une Pléiade avec eux, ils jouaient Pléiade, Gravy et Syndra. Mais ouais, globalement, BH Paris, ouais. Earth et Syndra qui perfent très très bien, un peu de Gravy Bones aussi. Donc la méta qui commence à prendre forme autour de ce que moi j'appelle les 3 starters Pokémon maintenant, donc Verdance, Syndra et Gravy, donc eau, plante et feu. Et on va le voir, ça continue, donc Calling Hambourg. Donc ici on a une méta qui se centre très fort sur Syndra, pour le coup, beaucoup de Syndra à Hambourg. Verdance qui dépasse Florian, donc qui revient en force après son enterrement prématuré à cause de Gravy Bones. Florian Gravy toujours bien présent, beaucoup de Caillot, et après on commence à drop pas mal en termes de représentation avec un peu d'Ossio, un peu de Mario, un peu de Dashayo, donc là on commence à partir dans les héros un peu mélangés, donc le ventre mou on va dire de la méta. Mais là donc ouais, ces 5 decks là, Syndra, Verdance, Florian Gravy, Caillot, qui ressortent du lot. Et on va le voir si on a les résultats, voilà, la taux de conversion, et là on a eu un énorme choc, on va dire. On a eu une énorme polarisation, puisque Verdance, qui était le deuxième deck le plus joué, donc un deck très représenté, qui tape un 33% de taux de conversion, donc des chiffres énormissimes. Puisque là, pour le coup, à Hambourg, c'était 80 joueurs sur 584. On fait le petit calcul rapidement. 80 sur 584, ça nous fait 14% attendu. Donc, si votre perso fait moins de 14%, c'est que il a pas un bon taux de conversion. Et si votre héros fait plus de 33%, eh bien, il a un bon... plus de 33, plus de 14%, il a un bon... voire très bon taux de conversion. Merci pour le follow, c'est très très sympa. J'ai raté ton pseudo, désolé. Où est-ce que c'est affiché? Zut. Mais merci pour le follow. Et donc là, Verdance qui du coup pète les scores puisqu'elle a plus de 2 fois le taux de conversion attendu, ce qui est débile, ce qui est honnêtement débile comme résultat. Syndra qui sous-perf un petit peu mais qui reste à peu près aux alentours de 14, donc c'est pas un flop monumental. Gravy qui tourne bien au final, Ossilio qui fait une percée aussi énorme, Dashayo qui s'en sort très très bien, Kano qui s'en sort très bien aussi. Et le gros flop, pour le coup, l'énorme flop, c'est Caillot et Florian qui tapent un 7% de conversion, donc c'est dégueulasse. C'est moitié moins de ce qu'il faut faire pour 2 decks qui étaient parmi les 5 plus représentés.
Donc eux, pour le coup, il y a des stats à peu près correctes, quoi. Et donc ouais, Syndra en plus représenté, mais qui perf pas autant que... Donc qui est pas aussi performante que ce qu'elle aurait attendu, avec son 12%, ce qui reste raisonnable mais pas dingue. Verdance qui explose les scores, en fait c'était vraiment le calling wizard, quoi. Donc Verdance, Oscillio qui font des scores de fou, Kano aussi, même si c'est sur un petit échantillon. Dashayo qui est bien ressorti, Gravy qui fait des belles perfs, et ouais, non, vraiment un calling qui marque, on va dire, le tournant dans la méta autour donc de Verdance en tant que Apex Predator de cette méta, le deck à battre, le deck principal. D'ailleurs, on avait la Mizup qui avait gagné le ProQuest Plus Paris avec Verdance en finale Verdance. Donc pareil, il y a un petit goût de déjà vu avec la méta d'avant où on avait toutes les finales où c'était Gravy, là ça commence à devenir Verdance. Énorme domination sur le field. Méta très très arcane avec les Wizards qui ressortent enfin en force après de longs mois à attendre après Rosetta. Et donc les counters de Verdance qui de facto marchent plutôt bien avec Gravy Bones. Mais ouais, c'est un peu le tournant de la metagame, c'est vraiment les 3 starters Pokémon qui arrivent en haut du panier, mais avec une grosse domination de Verdance parmi les 3, bien que Gravy soit toujours un très très bon counter. Mais Gravy peut se faire choper par Oscillio, par Syndra, par Dashayo, des choses comme ça. Et les decks, on va dire mid-range aggro, avec Kaio et Florian qui s'effondrent face à une méta qui ne leur sourit pas du tout, puisque Kaio contre Gravy Verdance, il fait bien la gueule. Florian contre Gravy Verdance Syndra, il fait bien la gueule. Donc 3 mauvais match-up. Et du coup, ouais, c'est ces decks-là qui jouent surtout sur leurs chiffres, on va dire, à moyen long terme, même si du coup les decklists de Kaio ont évolué pour être de plus en plus agressives, pour devenir vraiment un deck ultra aggro, all-in, glass cannon, no blocks, pas lui m'en fous, sur les dernières itérations. Et ouais, qui ne s'en sortent pas en fait, tout simplement, ces decks-là. Donc ouais, Florian et Kaio qui vraiment tirent une gueule de 3 mètres de long. Et victoire évidemment de notre GOAT national Arthur à ce calling sur Verdance. On regardera un petit peu sa liste de l'event après pour voir un peu quelles ont été les innovations et quelles sont les listes un peu, les dernières listes qui ont bien perf et qui sont un peu à jour pour Gravy, Verdance, Syndra, hein, principalement, puisque la méta, on va le voir avec les résultats des ProQuest, se centralise maintenant sur ce trio élémentaire. Et on peut regarder donc la première semaine, qui a eu un résultat surprenant, puisque première semaine des ProQuest Yokohama, c'est Gravy qui ressort en tant que deck avec le plus de wins, et Verdance arrive seulement 3ème, alors qu'elle avait eu vraiment des résultats exceptionnels, vraiment au-delà de exceptionnels, des résultats terrifiants au calling Hambourg, parce que je me répète beaucoup, mais 33% de taux de conversion, c'est absolument insane. C'est vraiment un deck qui roule sur le fil de 33% de taux de conversion par rapport à 14. Voilà, parce que voilà, l'attendu c'est 14, quand vous faites 33%, vous êtes bien au-dessus de 2 fois, c'est ridicule. Voilà. Et donc ouais, première semaine de ProQuest, grosse domination. Une belle avance pour Gravy Syndra, qui nous tape un 15 et un 14 victoires sur un total de je sais pas combien, mais c'est pas grave. Mais ouais, surprise, moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit Verdance dans la prolongation du calling de Hambourg et des tests que moi j'avais, des échos et des tests que j'avais avec les copains. C'était vraiment, on était en mode Verdance elle va rouler sur les ProQuest. Il y aura quand même pas mal de Syndra, parce que Syndra c'est quand même un perso qui s'en sort très bien dans des tournois, on va dire, de niveau un peu plus bas que du calling, du Battle Harden des nationaux, des choses comme ça. Parce que Syndra punit très très fort les misplays sur les blocs, donc si votre adversaire ne sait pas très bien bloquer Syndra, il va se faire punir ardemment et rapidement. En même temps, Verdance, c'est une wizard avec 40 PV, pendant que toi tu es à 31, elle gagne tout le temps des PV. Le fait qu'elle gagne des PV, c'est pas si grave, parce que c'est comme si elle jouait des... Enfin, c'est un peu mieux que si elle jouait des attaques, puisque les PV, vous pouvez pas les bloquer de votre côté. Ce qui est un souci, potentiellement.
Mais oui, le fait qu'elle ait Storm Striders alors qu'elle a 40 PV et que maintenant elle a deux options, donc 6 cartes pour faire un 9 points de dégâts d'arcane avec les Storms, c'est très 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 violent. Ça lui donne un immense avantage de tempo sur toutes les games en fait. Donc coup dur. Et ouais, effectivement, peu de victoires de Dashayo qui fait des perfs moindres par rapport à Hambourg. Donc quand même une méta qui fluctue pas mal, même si on commence à, comme dit, à se centraliser sur nos 3 starters Pokémon préférés. Il y a... Qu'est-ce qu'elle a la musique là? Elle devient... La musique elle part en couille là. Voilà, skip. Donc voilà, méta qui se centralise autour de ces 3 héros là, et le reste ça varie pas mal. Il y a des hauts, des bas, ça bouge beaucoup, mais voilà. Un coup c'est Wizard, un coup c'est Dashayo, un coup c'est Warrior, un coup c'est Kaio. Florian des fois il vient, des fois il s'en va, voilà. Et ouais, effectivement, Aurel, Verdance, même sans se mettre online, il y a plein de games où elle va te démonter et genre elle a pas de texte, elle s'en fout parce qu'elle en a pas besoin. Avoir 40 PV et des Storm Striders, ça suffit. Ça suffit à gagner. Et Felling évidemment. Et l'accès à Felling et Plowunder qui sont, comme on le sait, 2 cartes de fou furieux. On continue avec la deuxième semaine où là, Verdance assoit une domination. LSS nous ont pas mis les chiffres là, pour la semaine 2, on sait pas pourquoi. Mais ils nous ont mis des pourcentages. Mais bon, Verdance qui prend 21% des wins, Syndra qui prend 19% des wins. Mes deux têtes, c'était à peu près ça. C'était genre 21%, ça devait être genre 22 ProQuest ou genre 19 ProQuest. Enfin, c'était pas très loin de... Le pourcentage était pas très loin du chiffre initial en fait. Il y avait à peu près je sais plus si c'était une grosse centaine ou une petite centaine de ProQuest, donc le pourcentage est pas très loin du nombre exact de victoires en fait. On le verra sur la semaine 3, puisque la semaine 3, ils mettent le chiffre et le pourcentage, et c'est jamais très très éloigné, quoi. De mémoire. Si ça se trouve, je suis complètement fou et je me suis fait des films, mais voilà. Bref, bah Syndra Verdance qui domine. En même temps, alors, faudra aussi faire un historique, parce que avec la nouvelle règle des ProQuest qu'ils ont mis en place pour cette saison et qui, j'espère, ne restera pas, c'était ça mon petit grain de sel, mais le fait que les vainqueurs de ProQuest ne puissent plus jouer à d'autres ProQuest va faire que la méta va changer, la méta va shift au fur et à mesure de force, en fait. Parce que entre guillemets, les meilleurs joueurs sur X ou Y perso qui vont lui donner des points ne peuvent plus jouer. Donc par exemple, tous les Tchads qui ont joué Kassai et qui ont réussi à gagner avec Kassai, tu vois, par exemple, bah semaine 2, ils jouent pas. Donc il y a 8 très bons joueurs de Kassai qui ont gagné leur ProQuest qui ne jouent plus. Donc le perso va baisser. En fait, ça va faire remonter généralement les persos qui sont un peu en dessous. Et par exemple, typiquement, bah, la Gravy Bones a beaucoup gagné semaine 1. Et là, on voit semaine 2, bah hop, Gravy Bones, qui dégringole. Et Verdance, du coup, qui se régale puisque bah, son pire match-up est moins représenté de force. Et du coup, Verdance remonte à fond la caisse. Bon, Syndra qui reste très stable, mais ça, sur des ProQuest, c'est attendu que Syndra perfe bien à tout niveau et de façon stabilisée. Et pareil, donc là, on va voir semaine 3. La conséquence, bah, Verdance qui ultra perf semaine 2, donc plein de joueurs de Verdance qui peuvent pas revenir semaine 3. Paf, Syndra qui remonte du coup, qui continue le cercle. Peut-être semaine 4, on va avoir Gravy qui va avoir fait le tour complet. Ça, c'est vraiment le triangle qui tourne, le recyclage là. Et donc là on a les pourcentages de win et les victoires, donc au final on a quand même un petit écart. Malgré tout on a quand même pas mal d'écart entre les pourcentages, donc finalement ici 21, s'il y a eu le même nombre à la louche, on est sur du 29-28 victoires pour Verdance semaine 1, mais bon voilà. Grâce à la semaine 3, on peut se faire une idée à peu près. Mais ouais, tu vois, bah, semaine 3, donc toujours les trois persos qui font leur petite rotation. Un coup c'est toi, un coup c'est moi, un coup c'est lui. Et pour le coup, bah, on peut voir par contre Florian là qui fait 4ème, puis qui tombe en bas là-bas, et puis qui arrive tout au fond de la classe avec seulement 3 victoires.
Donc Florian qui a fait une dégringolade énorme dans la méta. Par exemple, Kaio qui était un peu au fond de la classe ici et qui remonte pas mal, puisque troisième position semaine 2, quatrième position semaine 3, donc peut-être que les decklists qui commencent à s'adapter un petit peu au top de la méta, pour arriver à se dépatouiller, mais on a quand même un énorme écart, hein, évidemment, entre... souvent, il y a quand même... Alors, semaine 1, c'était un peu ouvert, parce qu'on voit que ça a quand même des 15, 14, 11, 9, donc il y a 8, tu vois, donc on reste quand même sur des écarts qui sont un peu plus faibles, et dès la semaine 2, on a une énorme domination Verdance Syndra par rapport au troisième deck, tu vois, Kaio, qui n'est que à 7% par rapport à 19% pour le deuxième. Et pareil, semaine 3, encore énorme domination de Syndra, grosse présence de Verdance, Gravy qui remonte un petit peu, et les autres decks qui se font un petit peu écraser progressivement, donc on a une fermeture de la méta autour donc de Syndra, Verdance, de ce duo, qui sont deux decks qui ont du mal à être contestés par les autres, hein, et vraiment, bah, par contre, ce qui fait vraiment pitié, moi, c'est vraiment Florian qui creuse, qui cherche du pétrole, là. Il va finir dans la zone rose avec les Lévia, les Rénards et les Huntsman et autres joyeusetés. D'ailleurs, Huntsman qui ressort pas là, hein. Et comme tu disais, Zup, il y a quelques minutes, j'ai fini mon laïus. Mais très triste de voir les héros de Super Slam et Mastery Pack faire aucun point. Alors, tac, 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 tac. Donc là, il y en a 0, effectivement. Il n'y a pas de Valda, pas de nouvelle brute, pas de nouveau gardien. Semaine 2, il y en a 0, mais je sais que dans la zone rose, il y avait au moins un Kaio Reviled. Puisque on a le Pouzy National qui a quand même gagné un petit ProQuest sur son Kaio Reviled, même si c'est un tout petit ProQuest. Donc, potentiellement, vu que là, ils nous mettent plus la petite liste détaillée comme ils faisaient à un moment, on n'a plus... c'était où les Other Heroes? Oh, ils sont plus là. Peut-être ils sont sur la dernière. Ouais, voilà, tu vois, sur la troisième semaine, ils nous ont fait le récap de la troisième semaine a bien progressé, je trouve. Parce que du coup, maintenant, on a la liste des petits héros qui s'en sortent. Alors que là, ils n'y étaient pas. Mais là-dedans, il y a un rival Kaio. Donc, il y a eu au moins... je crois qu'il y a eu une Pléiade aussi qui a gagné un ProQuest semaine 2, de mémoire. Comme ça. Donc, je crois qu'il y a quand même eu 2 des persos, mais effectivement, ils se font désirer. Et c'est surtout surprenant, je trouve, pour Pléiade, qui a en plus eu un Armory deck. Qui en plus, ouais, Pléiade, on s'attendait à quand même, avec le set plus l'Armory deck, on s'est dit ils allaient push le héros, que ça allait être un des persos méta. Et bah, gros flop, de toute façon, gros flop des nouveaux héros. Et même Kaio, qui a eu beaucoup de support dans les extensions, hein, il a un peu eu le lifting à la Visceraille dans Rosetta. Bah, Kaio, il est là, il est jouable. C'est un deck que je trouve très instable, mais qui, quand la chance te sourit, il est quasiment invincible. C'est juste que bah, t'as une game, la chance elle est avec toi, du coup tu démontes le mec, et la game d'après, bah, c'est plus le cas, du coup tu t'effondres. Enfin, c'est vraiment les montagnes russes. Mais quand tu es dans la descente des montagnes russes et que tu lèves les bras, tu écrases tous les gens sur ton passage. Genre, il y a très peu de decks qui arrêtent Kaio. Bah, d'ailleurs, à l'Armory, mercredi... Attendez, faut que je vous affiche ça. Je crois que je peux vous le trouver, parce que j'ai sorti la photo. À l'Armory mercredi, avant l'Armory, parce que sur l'Armory, j'ai joué Verdance pour traîner un petit peu pour les Worlds. Surprise, voilà, surprise, je vais probablement jouer Verdance aux Worlds. C'est même quasiment sûr. Mais en pré-Armory, j'ai joué Kaio contre Jonathan, s'il nous regarde, voilà. Et donc, j'ai sorti ce tour-là. Donc, mon tour, c'était... Pitch Bleu, Blood Rush Bello, discard Beast Within. Du coup, je pioche 3 cartes. Je pète ma Savage Sash, je fais Buckwild jaune réduit. Wild Ride rouge réduit. Discard Beast Within. Bearfangs rouge réduit par Savage Sash. Je pète mes chaussures puisque je jouais Beaten Trackers. Discard Beast Within. Mandible Claw. Gauntlets of Tyrannical Race, Wild Ride jaune. Ça a fait un total de 39 dégâts et un might en 5 cartes.
Et j'ai fini mon tour avec un Arsenal, puisque je me suis fait intimider par le chapeau adverse, puisqu'il jouait RKO. Donc j'ai sorti un petit 4 cartes, 5 cartes plus une draw, donc 4 cartes finalement, 4 cartes 39, 40 pardon, avec le might. J'ai jamais eu... J'ai pris 3 dégâts, ouais. Non, j'ai pris 4 dégâts, je crois, parce qu'il y a eu un... Il y a eu un Terlim from Limb de Banny avec Beast Within. Ah bah ça, ouais, samedi dernier... Moi, j'aurais bien aimé samedi dernier, effectivement, parce que j'ai fait un ProQuest avec Kaio, avant de me dire que le deck était vraiment pas assez stable. Mais oui, bah quand le deck fait ça, bon, là c'est vraiment l'extrême ultime high roll de la galaxie. J'ai jamais vu ça, 3 Beast Within. C'est la première fois de ma vie de Flesh and Blood que je vois 3 Beast Within discard dans le même tour. Et assez de points d'action pour utiliser tout ce qu'on a pioché aussi, accessoirement. Parce que là, du coup, j'avais un Go Again, 2 Go Again. Ça, j'ai cheaté le Go Again. J'avais 4 Go Again dans la main, quoi. Enfin, le Wild Rage, je l'ai redraw à la fin sur le Bear Fangs, donc le Go Again n'importait pas, mais... Et bon, mon arsenal, c'était un Unexpected Backend bleu, donc ça servait un peu à rien. Mais voilà, c'était un tour sympa, quoi. C'était un tour sympa, tour 3, donc... le collègue, moi j'étais à 28, il était à 3. Donc voilà. Et il a donné toute sa main. Hein. C'est-à-dire qu'il était à 3 en ayant bloqué avec toute sa main. Donc ouais. Cosplay Katsu, exactement. Donc voilà, Kaio, des fois ça fait des trucs dégénérés, mais même sans aller dans ces extrêmes-là, Kaio, ça peut pondre des 4 cartes 18, des 4 cartes... Ça pond facilement des 4 cartes 16, ça peut pondre des 4 cartes 18 sans trop de problèmes, et ça peut monter encore un peu dans les tours, avec les tours Blood Rush, ça peut faire du 3 cartes 15, du 3 cartes 16, enfin... Kaio, il a quand même des chiffres assez insane, mais... Bah, le tour... moi, à mon ProQuest où j'ai joué Kaio... J'ai eu quand même 2 fois sur les 6 rondes ou 3 fois, je fais Blood Rush, je joue Wild Ride, je discard Blood Rush du top avec Wild Ride. Du coup, ça nique un peu ta game. Hein. Quand ça fait ça, la game elle est un peu, baisée. Je vous le cache pas. Donc c'est vrai que le perso a des gros down aussi quoi. Mais on voit qu'il se débrouille sur les ProQuest. Il est quand même dans les top 5, top 4 decks qui perf, même si, comme on a dit, c'est loin derrière Syndra et Verdance qui commencent à vraiment se démarquer énormément du lot. Et on a très hâte de ce week-end pour avoir la semaine 4 qui... il y a 4 ou 5 semaines, je crois qu'il y a que 4 semaines, après c'est fini, hein, c'est la dernière là. Un mois de ProQuest, c'est déjà pas mal. Et ouais, donc on va regarder ensemble un petit peu les dernières listes de ces 4 Gugus là. Syndra, Verdance, Gravy et Kaio. Voir un peu ce que ça donne, à quoi ça ressemble. Peut-être un petit Oscillio aussi. Oscillio qui fait ses petites perfounettes, mais il faut quand même être très fort sur le deck. Là, on voit que à Hambourg, les gros joueurs d'Oscillio, ils s'en sont bien sortis. Il y en a 6 sur 25 qui sont passés. Et quand même, on voit que Oscillio était pas mal de sorties, puisque 25 Oscillio, c'était quand même assez nombreux à Hambourg. Et par contre, en ProQuest, on voit que c'est très fluctuant, quoi. C'est pas un perso qui est à mettre entre toutes les mains, pour le coup, ce Bravo Oscillio, puisque c'est un héros très très technique. Héros très très technique. Il reste encore 3 semaines, il y a jusqu'au 9 novembre. Ah ouais, il y a jusqu'au 9 novembre de ProQuest, putain, la dinguerie. Bon bah ça ne s'arrête jamais, c'est la ProQuest vie. C'est plus la saison ProQuest, c'est la ProQuest vie. Donc ouais, je vous propose, maintenant qu'on a vu cette méta qui se resserre autour de ces deux demoiselles qui sont un bon 50-50 l'une contre l'autre d'ailleurs, hein. C'est un peu un match-up assez technique et 50-50 de chaque côté, je trouve. Et on va voir un petit peu les dernières listes qui ont bien marché, notamment sur Verdance, on a celle de Arthur au Calling Hambourg qu'on peut aller checker directement sur le site pour voir un peu les dernières innovations en lice. Et on pourra peut-être jeter un œil au Living Legend, mais il y a eu 3 ProQuest, je crois, semaine 2 en Living Legend, ou semaine 3. Le BH, il y a eu le BH Houston, on pourra regarder un petit peu, mais le BH Houston, ils étaient 34.
Donc c'est un ProQuest, globalement. Donc il y a très 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 peu de data pour le Living Legends, mais je vais pas vous faire un dessin. Les deux meilleurs persos en Living Legend, comme toujours, comme jusqu'à la fin des temps, c'est Chain et Starvo. Les deux persos ont un texte de héros qui est juste inégalable. Donc, à part si LSS les tue, juste les banne en Living Legend ou détruit leur pool, en fait, le truc, c'est que s'ils détruisent leur pool, ça va impacter tous les Runeblade, tous les gardiens, tous les Elementals. Je sais pas ce qui était le plus rebutant entre le LL et le Texas. C'est vrai que le cumul des deux, c'est dur. Mais oui, Starvo et Chain, les deux persos ont une capacité un texte de héros qui est dégénéré. Il y a pas d'autre mot. Ils sont leur pouvoir est inégalable. Ils sont trop insane pour. Donc tant qu'ils sont pas ban littéralement, tant que les héros sont pas ban en Living Legends, ce qui serait un peu à l'encontre du format, mais à un moment, s'ils veulent que le format soit compétitif un jour, ou en tout cas que la méta puisse bouger, il faut les tuer, hein, c'est tout. Hein. Il faut qu'ils soient Dead Legend. Et puis Living Legend, s'ils ne tuent pas Chain et Starvo, le format, ce sera toujours Chain contre Starvo jusqu'à l'oblivion, parce que les deux persos sont juste des erreurs de print. Il faut le dire, ils ont c'est des misprints, ces deux personnages sont des misprints. Ils sont pas dans le même jeu que les autres persos de Flesh and Blood de tout le jeu, quoi. Il y a aucun héros qui peut espérer faire des trucs qui soient à la hauteur. Viscerai arrive vaguement à s'en sortir, mais parce que il a quand même l'accès. En fait, le truc, c'est que Chain aussi a l'accès à Bloodshed Skeletta, donc en fait, tout ce que Viscerai fait, Chain peut plus ou moins le faire en mieux, quoi. Ce sera toujours le même truc. C'est-à-dire que tout ce qu'un héros élémental fait, bravo Star of the Show pourra le faire en mieux. Tout ce qu'un héros gardien fait, bravo Star of the Show pourra le faire en mieux. Tout ce que n'importe quel héros fait, bravo Star of the Show pourra le faire en mieux. Et vous pouvez appliquer la même logique à Shadow, à Runeblade et à tous les autres persos pour Chain. Et le pire, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'ils sortent des nouvelles cartes, même des génériques ou des trucs qui n'ont pas trop de rapport avec Elemental, Gardien, machin, ces personnages-là vont se les approprier. C'est-à-dire que Somersault, alors Somersault pour le coup c'est Lightning, mais Somersault en LL c'est restrict à cause de Starvo, parce que dans Starvo c'est outrageusement pété. Call for Backup, ça joue avec la baniche. Regardez qui se pointe à l'horizon, y a Chain. On le regardera dans la liste de Bird Cabrera qui a gagné le ProQuest Houston. Il y avait des Call for Backup. Parce qu'en fait, tous ces personnages-là, ils vont s'accaparer toutes les cartes, en fait, parce qu'ils sont tellement forts et leur pouvoir est tellement ultra puissant qu'en fait, les cartes sont meilleures dans eux que dans les autres persos, tout simplement. Parce que quand t'as un texte de héros aussi puissant qui est là tout le temps, à toutes les games, en permanence, sur ta fiche de perso, les autres persos peuvent juste pas rentrer en compétition. Des errata de héros pour changer, est-ce que j'y crois pour le Living Legend ? Franchement, quitte à errata, autant les tuer et dire maintenant il y a Vincent, c'est Vincent le Chain, et voilà. Starvo, il y a Holdim, il y a Jarl. C'est ok de se dire que même pour le LL, qui est censé être le format où tu peux tout jouer, ils ont bien ban Carionus, qu'ils ont bien ban Crown of Seeds. Il y a deux persos, c'est des misprints, c'est juste des misprints, hein, il faut le dire, hein, ils n'ont pas été testés correctement. C'était l'ancien temps de Flesh and Blood, c'était la deuxième année où il y a eu le Covid qui a démonté les sessions de playtest, etc. Enfin, il y a un million de bonnes raisons pour qu'ils ce soit des misprints. Briar, ça a été un misprint, ils ont réussi à les rata sans que ça fasse trop de problèmes, parce que pour le coup tu changeais juste un tout petit truc dans le texte et ça changeait tout, puisque pour ceux qui savent pas, à l'époque de la sortie, Briar, c'était à chaque fois qu'elle inflige des dômes avec une attaque action, que ce soit les pings d'arcane de l'attaque action ou les dégâts de l'attaque action, et autant de fois
qu'elle veut pendant le tour, elle crée un Embodiment of Earth. C'est-à-dire que si vous touchiez 4 fois dans votre tour, bah vous aviez 4 Embodiment of Earth, donc au tour d'après, vous bloquez avec une carte 7. C'est faire, tu vois. Ça paraît... Donc ça, ils l'ont erraté pour dire c'est qu'une seule fois. Enfin, c'est la première fois que tu touches, donc là, c'est plus raisonnable. Mais pour Chain et Starvo, je vois pas comment ils peuvent changer ça, en fait, à part juste les tuer, quoi. Enfin, à un moment, il faut accepter que ce sont des misprints, et que tant qu'ils seront là, le LL ne pourra jamais s'ouvrir à autre chose que ces deux-là. Et il n'y a pas de raison que ça s'ouvre à d'autres choses que ces deux-là, ils sont tellement forts. Et ils peuvent restrict tout ce qu'ils veulent, mais en fait, quand ils restrictent des cartes, du coup, ils restrictent des cartes des autres persos, donc en fait, ça nerf aussi les autres persos. Et du coup, qui sait quel est le plus fort? Bah, c'est toujours les deux mêmes. c'est pas dur, c'est genre... À part s'ils sortent des spés en boucle pour tous les autres personnages, et que ce soit des spés vraiment broken, ils peuvent rien faire, parce qu'en fait, s'ils restrictent des cartes de Starvo Chain, les autres persos qui jouent les mêmes cartes se prennent des restricts. Bah, on l'a vu pour Viscerai, ils avaient restrict Deadwood Dirge pour Chain, bah Viscerai, explosion, injouable. Du coup, ils l'ont remis dans le format, mais du coup, Chain est revenu en mode bah coucou, je suis coucou, c'est moi. Vous m'aviez pas oublié. Et pareil, Starvo, ils avaient restrict Warmongers, ils avaient restrict je sais plus quoi. Et du coup, bah, restrict Warmonger, les Runeblade, ils font en mode bah c'est open bar, on démonte tout. Enfin, ces deux persos-là poseront toujours problème. Franchement. Bref, on va regarder un petit peu. Y a pas la liste du calling. Y a pas la liste du calling Hambourg. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok, y a pas la liste du calling Hambourg, on va aller voir sur Fablazing si elles y sont. Bah, j'espère, hein. Oula. Parce que sinon... Tournament. On va aller dans Decklist même. Hop là, Select Tournament, Calling Hambourg. Et on a la Verdance de Arthur et la Verdance de Brody. Qu'on va pouvoir aller... qu'on va pouvoir regarder un petit peu. Il n'y a aucune liste de Hambourg. Ouais, mais il faut les chercher là où elles sont. C'est-à-dire ici. Alors, le bon vieux Arthur. En équipement, on a les éternels classiques de Verdance, rien de nouveau. On a quand même le petit Alichar, qui est là pour se donner une chance de fatiguer Gravy Bones, parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait du Gravy quand même dans le tournoi. Salut Andropose, merci beaucoup pour le Prime, ça régale. Quel site on utilise? On utilise fablazing.com, c'est le meilleur site, honnêtement, si vous voulez un peu tryhard de Flesh and Blood et regarder un peu les trucs qui fonctionnent, les stats, les choses comme ça. Allez sur Fablazing, je vous mets le lien dans le chat, parce que c'est vraiment de la frappe. C'est un super site où il y a les decklists de tournoi, vous avez les résultats des match-ups sur Talichar, sur les tournois, vous avez des trucs pour analyser la metagame, vous avez des outils pour analyser les decklists, les cartes qui marchent bien, les cartes qui marchent pas bien, il y a 1 million de stats, le site est hyper cool. C'est du freemium, donc il y a plein de fonctionnalités qui sont gratuites et il y a quelques trucs qui sont payants. Mais déjà, rien qu'avec les outils gratuits, vous pouvez faire déjà beaucoup de choses. Et si vraiment vous voulez pousser pour voilà, perfect votre liste pour un pro tour, pour un gros calling ou quoi, vous pouvez mettre, je sais plus combien c'est un paiement, c'est sur le Patreon du gars qui fait le site. Je sais plus combien c'est, vous pouvez faire un paiement mensuel et au pire vous en servez un mois et après vous arrêtez, ou si ça vous fait kiffer, vous payez tous les mois. Le site est extrêmement bien fait pour le coup. Arthur et Brody ont l'air d'avoir exactement la même liste. Bah au moins ce sera intéressant à savoir. Bah de toute façon c'est deux membres de The Armory, donc c'est pas étonnant qu'ils partagent leur découverte. Mais bon ouais, au niveau des équipements, rien de surprenant à part le petit Alichar qu'on connaît, donc voilà, pour se donner l'option de gérer des alliés contre Gravy, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on a là? On a le retour des Channels The Millennium Tree, donc plus pour aller avec le fait aussi qu'on ait plus de spells maintenant dans le deck, avec Light Up the Leaves. Ça rajoute des Earths, ça rajoute des non-attaques, c'est plutôt bien. Seulement 2 Command and Conquer, donc une petite baisse du nombre de disruptions d'arsenal, puisque
On a observé une forte tendance des joueurs qui jouent contre Verdance à ne pas Arsenal, puisqu'il y a Plowunder qui existe et qui terrorise l'Arsenal, ce qui est logique, et du coup, Command & Conquer perd un peu en value. Il faut en garder un petit peu quand même, parce que si on n'en joue plus du tout, les adversaires au bout d'un moment ils vont se dire tiens, il a 0 CNC, je vais pouvoir Arsenal comme un fou. 2 Cadaverous Stealing, les classiques, hein. Un petit Summer's Fall. On joue Ring of Roses, on joue une route boon jaune pour augmenter un petit peu le taux de décompose. Donc Arthur qui a préféré 2 Cadaverous et une route boon jaune à 3 Cadaverous. C'est un choix dans le nombre de décomposes. Il faut toujours avoir environ... ce Summer's Fall c'est du side, mais en main deck t'as toujours environ 12 décomposes avec 3 Plunder, 3 Felling, 3 Carapaces rouges, et donc au choix 3 Cadaverous rouges ou 2 Cadaverous, une petite Carapace jaune par exemple. Et puis après, qu'est-ce qu'on a de beau? On a Arcane Twinning dans les cartes Wizard. Arcane Twinning qui est bien pratique pour gérer Polycranka et surtout Rigor Mortis notamment. Un petit Evergreen aussi pour aider dans les match-ups un peu tendus au niveau de la fatigue. Par exemple, un miroir qui irait à la fatigue si jamais ça arrive. Ou voilà, une game un peu tendax. On a un petit Evergreen bleu qu'on peut rejouer. Et la petite sauce du chef, ce sont les 3 Sirens of Safe Harbor. Pour avoir donc... quand on est online, ça permet notamment de gérer plusieurs alliés d'un coup contre Gravy. C'est surtout de la tech, c'est surtout utile contre Gravy, c'est Sirène, puisque le live gain va vous permettre de ping un Rigor Mortis par exemple, et d'aller tuer un Swabi à côté avec votre attaque de Sirène. Et si jamais, à tout jamais, vous avez aussi le Ring of Roses sur le board, et ben en fait vous proposez un potentiel... Oula, j'aurais pas dû cliquer. Vous proposez un potentiel swing big en fait, puisque mais je suis débile. Je dis j'aurais pas dû cliquer, je fais quoi? Je reclique. Ça vraiment, je suis un macaque. Il y a bouton qui s'allume, je clique. Bref, Sirène, qui vous permet donc de proposer un 4 cartes 6. Mais en plus, si votre adversaire ne donne pas une carte, et vous donne donc le 4 cartes 8, en fait il reprend un autre ping et un gain de PV avec la rose. Donc en fait ça fait un 2 cartes 8 quoi qu'il arrive. Donc c'est hyper fort si on va au second cycle sur des match-ups assez lents. La carte devient hyper intéressante et ça reste un bloc 2 mais qui bloque 3 puisque vous gagnez un point de vie quoi qu'il arrive. Donc ça bloque pas 3 pour arrêter Léonite, mais par contre ça fait 3 de value en défense. Donc un très bon slot de bleu un peu flexible, très sympathique. Je vais baisser un peu la zik parce que elle me casse les oreilles. Dans quel match-up elle joue les potions? Et on voit, évidemment, le sideboard potion et rampante qui est toujours là. Par contre, il n'y a plus Surgent. Donc Surgent, maintenant, c'est un petit peu too much, vu qu'on a un potentiel d'avoir 4 potions de soins, plus un fruit et 3 rampantes grosses, ça suffit. Et en plus, on a plein de dégâts d'arcane avec les Channel Millennium Tree et les Light Up the Leaves... qui vont permettre de leak des points d'arcane quoi qu'il arrive, donc en fait on n'a plus besoin d'aller ultra haut dans les combos, ça sert à rien. On peut juste leak des dômes toute la game, mettre l'adversaire à 20 points de vie, 25 PV, et faire un gros coup de Waning Moon à 20 avec les 4 potions, et puis ça suffit quoi. Mais du coup oui, les potions tu les joues dans les match-ups qui vont jouer souvent AB3 et qui vont potentiellement essayer de te présenter fatigue. Donc des choses comme Gardien, potentiellement Florian, les choses comme ça, les decks un peu lents. Dans le miroir, on joue les potions aussi, mais on joue pas les rampantes. Il y a des match-ups où on joue juste les potions, sans rampante pour en fait combo au cycle... si, on joue aussi rampante, mais on n'essaye pas de faire second cycle. C'est ça. Tu joues potion rampante, mais juste tu pars en combo dès que t'as un bon setup, genre... si tu vois que t'as 2 potions de rampante ou 3 potions à rampante, tu t'envoies Waning Moon à 16 ou à 18 et ça te met bien quoi. Tu cherches pas à faire Waning ou Light Up the Leaf à 40, ça sert à rien. Tu veux juste faire un gros coup de... un gros coup de Moon et puis ça va bien quoi. Donc ouais, les petites innovations ici, c'est vraiment les Sirens, le petit Evergreen bleu, la petite carapace jaune pour plus de vélocité sur le décompose par rapport à Tilling. Et puis la nouvelle carte, hein, évidemment, Light Up the Leaves qui est incroyablement forte
et qui rend le deck un peu débile. Et heureusement qu'ils ont banni plus mauvais Gross, parce que sinon c'était Stormstriders à 9 garantie à toutes les games et ça commençait à faire un petit peu fort. Et encore, hein, elle a pas à se plaindre niveau chapeau. En générique, on a 2 des meilleurs chapeaux du jeu, donc elle a pas à se plaindre pour autant. C'est plus son slot de bras qui est pas incroyable, mais bon, tout le reste étant aussi fort qu'il l'est, c'est pas trop grave, quoi. La liste de Brody, qui apparemment donc est très similaire. On a les mêmes équipements, les mêmes ratios, on a tout pareil. On a tout pareil, donc Brody et Arthur qui jouaient la même liste à la carte près. Aucune différence, effectivement. Et les deux font top 8. Alors les deux sont évidemment des joueurs de renom et de talent, et parmi les meilleurs joueurs du monde incontestablement. Donc ça aide, mais avoir une très très bonne liste, ça aide aussi. Donc a priori, une très très bonne liste ici de Verdance. Donc ouais, les petites innovations pour jouer contre Gravy, pour essayer d'anti-fatigue un petit peu, si besoin, même si on a toujours les 4 potions qui aident énormément contre la fatigue. Plus de Surgeon parce que ça sert plus. Le petit Talishar Sirène et Twinning pour essayer d'avoir un peu de game contre le bon vieux Père Gravy Bones, s'il fait pas une sortie trop vénère. Et puis voilà quoi. Le reste c'est des usual suspects. On voit qu'ils jouaient pas le... Ils ont préféré... Ah putain mais... Il ne faut pas cliquer. Il ne faut pas cliquer sur les cartes. On voit qu'ils ont préféré Summer's Fall à Channel The Tranquil Domain. Channel qui est une très très bonne carte. Honnêtement, le nouveau Channel, très bonne carte, qui a de l'avenir. Et oui, Brody avait pick-up Verdance la semaine du calling, peut-être même le vendredi, pour ainsi dire. Il me semble que vendredi, il a passé la journée à jouer Verdance et à emmerder ses collègues pour savoir ce qu'il fallait faire dans telle ou telle situation. Mais écoute, il apprend vite, hein. Et le deck a une prise en main pas trop compliquée non plus. C'est pas un deck hyper complexe à jouer. Surtout maintenant qu'il y a toutes les potions et tout, enfin qu'il y a autant de potions. Et grâce à Light Up the Leaf, il n'y a plus besoin de faire un pitch sack de fou furieux. Faut juste pitch sack une petite combo sympa autour au deuxième cycle si on voit que l'adversaire essaie de nous fatiguer. Mais c'est pas le bout du monde du tout. Donc pour un joueur aussi expérimenté que Brody, c'était pas le... C'était loin d'être hors d'atteinte. Mais ouais, c'est marrant qu'il s'est privilégié Summer's Fall à Channel Tranquil Domain, donc ça, faudra voir pourquoi. Dans quel match-up t'es plus content de jouer Summer's Fall Parce que Channel, pour le coup, c'est vraiment pour Prism exclusivement, mais contre Prism, c'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'on a eu comme gros event récent où il y avait des Syndra. Sinon on peut regarder les Syndra de Hambourg, hein, tout simplement. Il y avait... Ah oui, en plus la Syndra de Hambourg, c'était de la Spice. On va regarder sa liste un peu parce que elle, je lui ai parlé un petit peu à Kinga, qui est la championne danoise et qui aime à le faire savoir. C'est un des premiers trucs qu'elle dit quand elle se présente. Je me moque un peu, mais sans mauvais esprit, évidemment. Hein, elle a bien raison d'être fière d'elle, d'être championne de son pays. Et donc, elle joue Syndra Blue. Elle joue Blue Syndra, elle joue énormément de bleu, là, comme vous pouvez voir. Enfin, énormément. Pour Syndra, c'est beaucoup de bleu, puisqu'elle en joue 6 et 6, 12. Donc elle joue une douzaine de bleus, et donc elle joue beaucoup de finishers à 1. On a 3 Art of Dragonfire, 2 Art of Dragon Scale. Ça joue les CNC, ça joue 3 Breaking Points, ça joue 2 Dragon Power, ça joue Spreading Flames aussi. Ça joue des Markweave Magma, donc là pour le coup la liste elle est extrêmement spicy, unique et personnelle. Parce que y a que elle que j'ai vu jouer ça avec succès. Et j'ai vu le collègue IG Metor se prendre un
Breaking Point, casse les bottes, Go Again CNC, je crois, en miroir de Syndra. Enfin, une horreur intergalactique. Et ouais, ça, ça donne à réfléchir. Je crois qu'il a pris ça, ou alors c'était Dragon Scale into Sensei, enfin un truc horrible en miroir de Syndra quant à l'arsenal. Et du coup, elle joue aussi des Devotion Never Dies, donc plein de petites cartes qui n'ont pas trop vu le jour, mais qui dans cette shell-là ont leur place. Toutes ces cartes qui coûtent 1 en fait, tout simplement, et qu'on peut pas trop jouer dans la Syndra classique, mono-red. Donc petite liste super intéressante si vous voulez aller la chercher. Y a de quoi faire. Donc celle-là, elle est vraiment très très spicy. Je vais voir si je peux pas nous trouver une liste de Syndra un peu plus, on va dire, conventionnelle. Il y a eu un autre calling, Shizuoka. On va regarder un petit peu les listes de Shizuoka, s'il n'y avait pas une Syndra, s'il y en avait deux même. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve de beau? Donc bon, les équipements pour le coup ça change pas, c'est les classiques. Quoique, ils jouaient Tide Flippers et pas les pieds Spell Void. Parce que dans la version où on joue pas de bleu, Tide Flippers ça sert pas à grand chose, hein, je vous l'avoue. Donc peut-être qu'ils jouent des bleus aussi. Voilà, pour le coup c'est beaucoup plus qu'on connaît. Il jouait des Fate Forcing, donc probablement parce qu'il avait pas les thunes pour les shelters, à mon avis. Ah si, il jouait juste beaucoup de DR. Il jouait 9 DR, ah ouais. Et 2 bleus. Donc il jouait les Tide Flippers sous 2 bleus, ça je pense c'est un peu suspect, mais bon. Et pas mal de finishers à 1, un très gros fan de Breaking Point a priori. Qu'est-ce qu'on a? On a des Lava Vein Loyalty aussi, qui est pas toujours joué, et qui est pas une carte brillante, mais bon, qui fait son taf dans la liste, hein, ma foi, c'est de la glu. 3 Unzi Hunter, donc très très haut sur les finishers Draconica 1, le collègue Soya. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit qu'il joue une liste qui est quand même très très draconique heavy, hein. Il y a 3 House of Loyalty, il y a les Lava Vein, il y a les 6 Hot Thunder Hills plus Burning Blade Dance. Donc il joue vraiment très très draconique sur sa liste. Playset de Snatch, cela dit. Mais ouais, on voit qu'il joue pas les Heart of Dragonfire, il joue pas Takes the Tempo. Donc il est plus, ouais, voilà, il soutient ses House of Loyalty en jouant énormément de cartes draconiques naturellement, quoi. Breaking Point, Lava Vein. Quelques non draconiques évidemment parce qu'on n'a pas le choix, mais voilà. La decklist c'est un Ultimate Bravery. J'ai la ref. Le pire c'est que j'ai la ref. Et 9 DR par contre ça c'est vraiment surprenant, c'est vraiment beaucoup de DR, donc après c'était la méta où Sleepy était encore attendu potentiellement malgré le ban de Bonds. C'était Shizuoka, donc l'extension venait de sortir, donc il n'y avait pas encore Verdance aussi dominante que maintenant, hein. On peut le voir, il n'y en avait qu'une seule dans le top. On va regarder la decklist un peu de Takuya Kojima. Lui pour le coup qui jouait Base of the Mountains en bot accessoire et qui jouait Flamescale, donc beaucoup d'armure potentiellement en équipement de side pour Prism par exemple, pour Dashayo pourquoi pas, pour ce genre de match-up là. Et qu'est-ce qu'on a lui pour le coup? 2 Dragonfire, 2 Art of Dragon Scales, 2 Breaking Point, 2 Lava Burst. Donc lui il jouait des Lava Burst, celui d'avant ne les jouait pas. Ce qui est marrant pour une decklist aussi draconique de pas jouer Lava Burst. Mais moi par exemple j'aime pas trop la carte dans Syndra, je trouve que Lava Burst dans Syndra ça a pas trop de sens. Et lui par contre il jouait pas mal de bleu, mais je crois qu'il y en avait beaucoup pour du sideboard, donc il testait Overcrowded, il testait Authority of Ataya en side, il y avait une Amulet of Echoes pour Ocilio, il y avait une Arcane Compliance pour Kano, il y avait une Warmonger qui se balade parce que pourquoi pas. Donc il devait jouer 6, il jouait pas les... Il ne jouait pas les Brand with Cinderclaw jaune, donc il devait jouer 6 bleus dans le main deck je pense. Et après il changeait en fonction du side ce qu'il voulait, ou peut-être 4 bleus. Je sais pas. En tout cas, les Throw Dagger, ils devaient être main deck, mais voilà. Et après, rien de bien nouveau sous le soleil. Le retour de Heart of Dragon Scale, qui est pas mal dans le miroir, pas mal contre Verdance, pas mal contre Warrior. Ça a quand même pas mal de cibles. C'est une carte qui est assez fine, Dragon Scale.
Et on va voir la decklist de Gordon Co. Sur sa Verdance. Donc lui, il jouait encore Sergeant. Et il jouait pas Talishar. Pareil, 2 Tealing, 3 Medium Tree. Lui, il jouait les Fruits rouges encore. Chose que Brody et Arthur ne faisaient pas. Il avait du Scar for Scar. Et après, lui, il jouait Ethertide aussi. Photon Splicing. En fait, il jouait toutes les spells bleus arcanes qui peuvent target des alliés, pour le coup. Ce qui est aussi intéressant, hein, ce qui est pas déconnant. Pour essayer de tech un peu contre Gravy dans le main deck gratuitement, avec des slots qui de toute façon sont des génériques, enfin des non-Earths qui peuvent être un peu n'importe quoi qui vous fait envie, bah les sirènes, les evergreen, les choses comme ça. Donc une liste, ma foi, assez classique avec, voilà, on a vu bah, des petits choix dans les bleus qui diffèrent par rapport à Arthur et Brody. Sinon, Scar for Scar, on a vu qu'Arthur et Brody jouaient pas Outid. Ici, à Scar for Scar. On retrouve seulement le x2 Cadaverous Stealing, donc intéressant. Mais lui, il n'avait pas la petite carapace jaune quand même. Donc un tout petit peu moins de décompose ici, mais voilà. Et après, par contre, donc voilà, Calling Shizuoka aussi, donc le retour de Gravy, nouvelle version, puisque bah, Tipple est ban. Et on peut regarder la decklist de Justin Koo qui a fait finale. On voit l'apparition de Base of the Mountain qui est très très fort contre Kaio notamment pour bloquer Pulping, puisque ça permet de détruire Pulping. Hein. Parce que ça permet de forcer le bloc avec 2 cartes de la main, même si en fait elles viennent pas de la main, du coup elles viennent de la banish, puisque Base of the Mountain vous les fait bannir puis les met dans la chaîne. Donc ça vous permet de bloquer Pulping, de bloquer à travers le dominate de Pulping et donc d'enlever le Go Again, ce qui est très 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 fort. Après, au-delà de ça, on a les grands classiques, on voit qu'il n'y a plus Dominion. On n'a plus la Crown of Dominion. Et sinon, qu'est-ce qu'on voit? On a l'apparition de Sing Below dans Gravy qui est très intéressante. Les DR qui refont un petit peu qui font un petit peu leur retour dans Gravy, progressivement. Le Lone Shark aussi, qui est apparu désormais pour avoir un moteur de gold. La Riches, pareil, moteur de gold. Full Prismatic Leyline, playset complet. Scuba qui est en x2 désormais aussi. 2 Whalers parce qu'on a un peu plus peur de se fatiguer qu'avant. Ce qui fait sens. Le deuxième Whaler est là pour aider encore plus au late game pour pas se faire fatiguer. Un seul Silex, bah ouais, les Silex c'était super fort quand on avait Gold Infini et Tipple, Discard Infini avec Tipple, mais désormais c'est beaucoup plus dur, donc maintenant on peut plus se permettre d'en jouer beaucoup, c'est 1 ou 0 en général. Le retour de la Diamond Amulet, pareil, on a plus besoin de points d'action, on a un peu plus de mal contre les decks qui veulent nous fatiguer. Prismatic is the new Blood Rush, ouais c'est pas faux ça. Ça c'est assez juste. Mon navigateur qui rame. Et puis voilà, après on a les classiques, bah, le retour en force de Jittery Bones aussi, Fearless Confrontation qui s'est imposé comme un staple de Gravy désormais. Notamment depuis que le deck est plus lent qu'avant, donc t'as plus besoin d'avoir cette option pour potentiellement protéger un de tes alliés et essayer de le faire durer un tour de plus. Ça fait une énorme diff maintenant que le deck est plus défensif. Plus mid-range en fait, hein, il est beaucoup moins all-in, tout droit je te démonte avec tous mes alliés et tu peux rien faire parce que j'ai Tipple Conqueror allié, bonne chance à plus. Maintenant le deck fait plus trop ça. Il a besoin de quand même un peu plus de, de setup et de choses et c'est plus lent à se mettre en place ce plan de jeu là. Donc c'est vrai que bah, Fearless fait beaucoup plus sens maintenant qu'on bloque plus et qu'on veut essayer de sauver nos alliés. Je trouve Gravy plus fort après le ban Tipple. Bah là, frérot, non. là, non. Là, c'est faux. Là, je peux pas cautionner ça. Là, tu remets Tipple avec les builds. C'est vrai que, cela dit, le build s'est encore plus raffiné, bah, notamment avec Prismatic, qui est très 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 forte dans le deck et qui a mis un peu de temps à être intégré progressivement au pack. Mais non, honnêtement, le deck est beaucoup moins fort qu'avec les Tipple. Avec Tipple. Ah, d'ailleurs, on voit que, en revanche, Saltwater Swell rouge a disparu. Il y a toujours les bleus qui sont là.
Mais la version rouge a disparu. Bah c'est devenu encore plus défensif. Bah ouais, mais défensif c'est pas forcément meilleur. Mais Lone Shark est devenu une carte, bah c'est pas une carte qui fait très plaisir à jouer, mais pas trop le choix, honnêtement. Et personnellement, moi si je devais jouer le deck là, c'est dans mes gros maybe pour les Worlds, même si je suis quasiment sûr de jouer Verdance. Si je devais jouer Gravy, je mettrais de Lone Shark maintenant. Parce que t'as trop besoin de ce starter, d'avoir soit des golds, soit des trucs pour discard, mais il faut quelque chose pour start ta game. Et en fait, si tu ne l'as pas, tes tours sont trop nuls. Et au final, on va finir sur Caillou Casino. Non, c'est bon, Caillou Casino, j'ai donné. J'ai donné, je ne retente pas. Mais ouais, une liste un peu plus défensive avec voilà, des sinks. Bah, les Tipple qui bloquaient 2 ont été remplacés par beaucoup de blocs 3. On voit que toutes les bleus bloquent 3 maintenant, sauf Tipple. La carte rescapée. Et voilà. On a une decklist qui est plus. Ouais. Qui a de bien meilleures capacités à se défendre. Elle est. Pour le coup, la liste est limite encore meilleure contre Syndra. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord que maintenant, le match-up Syndra, il est vraiment. Pas évident côté Syndra. Pour avoir joué des deux côtés, il faut pas faire de conneries, quoi. Ça peut très très vite glisser, et pareil contre Dashayo aussi, on est mieux qu'avant. On regarde la liste de Kazuma Suzuki, voir ce que le Japon a à nous offrir. Alors lui, il est sur une version beaucoup plus agressive, hein. On a seulement 2 DR au lieu de 5, 3 Saltwater rouges, 2 Swiftwater rouges. Donc là, on est là pour pousser, là. Là, on est là pour cogner. 2 Limpit, donc pareil, très agressif. Lui, il a choisi la voie de la violence. Il joue le nouvel allié nul à chier de Super Slam, mais il est trop nul, lui, vraiment, faut pas le jouer. Et après, il a encore un Give No Quarter, donc pareil, très agressif. Vraiment, on est là pour pousser. Il avait gardé un snag. On sait pas trop pourquoi. Mais pourquoi pas. Mais bon, après, pareil, bah, voilà, l'arrivée de Richies. Lui, il jouait pas Lone Shark, il jouait qu'une seule Scuba. Donc quand même moins de starters à gold, mais aussi plus de cartes qu'on go again naturellement juste pour faire un tour où tu tapes et voilà quoi. Avec les sloops rouges et les saltwater rouges. Au niveau des équipements, c'est la même chose. Pas de Base of the Mountain, cela dit, mais bon, voilà. C'est une carte de side, Base of the Mountain, c'est un choix. C'est principalement pour brut, mais voilà, c'est votre choix de respecter. Enfin, de tech plus pour brut ou pas. Et puis voilà pour les decks dominants. À Hambourg, on peut regarder un petit peu s'il n'y avait pas une petite liste Gravy aussi, histoire de dire. Hop là. Qu'est-ce qu'on a à voir? Et on n'a plus de musique. Qu'est-ce qu'on peut bien mettre comme petite musique sympatoche? On va mettre ça. Hop là. Alors, à Hambourg, est-ce qu'on avait un Gravy en top 8? Bah non. Voilà. La question. Bah, il n'y a que 7... Il n'y a que 7 decklists. Hambourg. Non, ça c'est Shizuoka. Et Hambourg. Bah alors. Voilà qui est suspect. Où est mon... Où est mon top 8 de Hambourg? Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Dommage. Coup dur. Ouais, non. J'ai pas le top 8 de Hambourg. Alors, attends, de mémoire... Pourquoi il en manque un? C'est quoi cette affaire? Pourquoi il y en a que 7? Qui c'est qu'il y avait? Deux têtes. Alors vous allez me dire bravo pour te mouiller. Enfin, tu t'es pas mouillé mon frérot, mais deux têtes c'est une Syndra ou c'est un Gravy quoi. Mais je sais plus lequel des deux. Alors que j'y étais.
Prédiction des prochains bans. No bans. Honnêtement. Prédiction prochain ban, pas de ban. Voilà. Je pense... on peut regarder où on en est du Living Legend là. C'est vrai que les héros, Verdance monte très très vite. Verdance a pris énormément de points là sur cette saison. En même temps, elle a gagné un calling et tout, hein, donc voilà. Mais Verdance qui a pris 300 points. Donc ça aussi, ça peut aider pour se fixer un peu sur la méta, mais Verdance qui marque 300 points en une saison, c'est colossal. Syndra qui marque 135 points aussi, donc bon coup de pompe, mais par rapport à Verdance, c'est rien du tout. Après, qui c'est qui perf bien? Oscillio qui perf très bien. Gravy qui perf bien. Dashayo qui perf bien. Kasai qui perf bien en ProQuest. Prism qui est toujours là, qui fait son truc. Florian qui s'en sort en ProQuest. Kaio qui s'en sort en ProQuest. Kano qui est bientôt parti. Ça fait plaisir. Et Syndra est x05, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça. Donc en fait, Syndra, elle aurait dû marquer 270 points, donc quasiment autant que Verdance. Donc ça fait sens. Et Oscillio, du coup, qui devrait être à x2 aussi de ce qu'il a. Et Oscillio qui avait marqué 47, donc il a même, normalement, il a une centaine de points. Gravy qui devrait avoir 130 points. Les calculs sont... Oui, c'est ça, 130. 130 points. Dash qui est en x1,5, donc qui devrait avoir un petit peu moins que ça. Un 60... 60 et des bananes. En LL, ouais, en LL, il y aura probablement des bans à la fin des Worlds, ouais. Ou avant les Worlds, mais qui seront appliqués après les Worlds. Effectivement. Gravy devrait être à 500 sans le 0,5, donc oui, effectivement, Gravy qui a quand même une domination, enfin qui a eu une domination sans partage à la méta d'avant et qui là continue d'être très fort. Tu penses que les joueurs préparent autant le LL que le CC pour les Worlds, ou tu penses que le niveau sera moins bon en LL car moins travaillé? Je pense que les joueurs qui vont aux Worlds sérieusement pour essayer de faire une belle perf vont le travailler quand même pas mal, voire plus que le CC, parce que il n'y a pas ou peu de données en fait. On n'a pas de gros tournois de LL. Genre le dernier BH il y avait 34 PEGU, c'est un ProQuest quoi. Donc on a que des trucs de taille ProQuest en LL, comme échantillon. Donc en fait le format, les listes et le format sont loin d'être solved en fait. Donc il va falloir que les concurrents des Worlds, moi compris, travaillent d'arrache-pied pour avoir des belles listes très fortes pour le LL. Mais au global, c'est vrai que les joueurs qui viennent moins plus aux Worlds parce qu'ils sont qualifiés et qu'ils ont envie de kiffer, et c'est tout à leur honneur aussi, je pense que eux en LL ils risquent de faire des sacrées pitreries et ou d'avoir des decks pas ouf et des trucs un peu mauvais quoi. Ça c'est très probable. Plus qu'en CC, ou maintenant qu'on a les trucs comme Fablazing, le site officiel qui répertorie les grosses decklists de tournois et tout, les gens ils auront... Enfin, tu vois, si tu vas aux Worlds et que tu te dis je vais jouer Verduns. Si tu vas aux Worlds et que tu veux jouer Verdance, ce qui est un très très bon choix a priori, et que tu copie-colles la liste de Brody et d'Arthur du Calling Hambourg, t'as une bonne liste quoi. Tu vois, t'as pas d'effort à fournir. Si tu vas aux Worlds et que t'es en mode en LL, je sais pas quoi jouer, bah... démerde-toi. Donc ouais, le LL, il va falloir bosser un peu. Je pense que les dernières semaines, on va voir encore plus de Syndra gagner. Le fil devient moins fort. Oui, c'est fort possible qu'il y ait ce lissage, enfin ce nivellement par le bas du niveau des ProQuest, vu que les joueurs qui ont gagné ne rejouent pas. Et du coup, que les persos type Syndra qui vont punir fortement les joueurs inexpérimentés et aussi qui sont moins difficiles à faire fonctionner de façon décente, perf plus. Donc on va voir si effectivement Syndra se met à grimper dans les charts. On va voir. Mais on a quand même une remontée de Gravy sur la semaine 3, donc peut-être que c'est juste... peut-être que l'effet de cette règle de
de ban entre guillemets des joueurs qui gagnent n'est pas peut-être que ça n'a pas vraiment d'effet sur les perfs des héros et que c'est juste un peu une espèce de rotation de la méta avec un jour la méta c'est Gravy, du coup Verdance elle baisse, du coup la semaine d'après bah Syndra elle est plus forte parce que Gravy il est méta donc Syndra elle s'en sort mieux et du coup Verdance remonte parce que Gravy il prend des quiches et du coup la semaine d'après c'est Verdance qui se régale, etc. On va voir. Très content du ban de Gravy, ça fait mal de voir Syndra à 500 points. Franchement, Syndra à 500 points, ça me choque pas. C'est un bon perso qui perd bien. 500 points, c'est pas mal, mais en vrai, elle a encore pas mal de temps devant elle. Le 0,5 y est pour beaucoup, hein, évidemment. Elle devrait être à. Bah, elle devrait être LL en fait. C'est vrai que Syndra, là, elle devrait être LL en fait. S'il n'y avait pas le 0,5. Quoique non, parce qu'au début, elle avait full point au début, parce que le 0,5, ils l'ont implémenté à partir de i6, je crois. Environ. Pour pas que Florian s'en aille aussi vite qu'Aurora. C'est pas rétroactif, ouais. Oui, donc en fait, elle avait déjà genre 400 points et elle avait 350-400 points déjà de stocker, quoi. Donc ouais, au final, ben, bilan de cette méta, on l'a vu, bah, les trois... Tac, tac, tac. Petit récap, les trois gros persos, bah ouais, c'est Syndra Verdance, avec un peu de Gravy aussi qui se balade, avec Kaio qui traîne un peu derrière, mais qui ne se fait pas oublier pour autant, les Wizards qui perfent bien. C'est une bonne méta pour Wizard. Dashayo qui est là aussi de temps en temps, qui est pas trop mal non plus. Kasai qui s'en sort un petit peu, mais quand la méta est Wizard, elle galère. La chute de Florian, énorme chute de Florian qui a vautré complètement au fur et à mesure des ProQuest et des tournois. Sinon en LL, bah, on peut faire des plans sur la comète, mais moi j'attends Starvo et Chain en deck ultra dominant et impartial, avec les deux autres Runeblade qui traînent un peu derrière en mode voiture balai qui finit de fermer le truc. Donc globalement Starvo contre Runeblade. Hein. Vous choisissez votre couleur de Runeblade, mais le meilleur c'est le Shadow. C'est de loin le Shadow. En tant que top joueur, tu préfères une méta à 3 héros forts et c'est un bat l'autre qui bat l'autre qui bat l'autre, ou un héros plus fort et c'est le skill des joueurs en miroir qui compte. C'est très dur à dire. Là, je trouve pas que ce soit une méta triangle tant que ça, parce que tu vois, Verdance, c'est un peu bizarre, parce que si tu prends la méta actuelle avec Verdance, Syndra, Gravy, si on se fait un petit... si on se fait un petit whiteboard là. Hop là. Oula. Fuck. Y'en a pas un gratos là? Canva. Celui-ci là. Paint sinon, oui. C'est vrai que Paint. Ouais, ça part en Paint en légende. Ça part sur le Paint de légende. Tac. Le Paint. Pourquoi c'est tout noir? Hmm. Pourquoi le Paint il est pas d'accord? Bref, ça marche. Paint ça marche pas. Hmm. Attendez. Attendez, je nous set up un whiteboard qui tourne et voilà. On va faire ça. Excalidro. Et comment on fait? Non, c'est payant. Canva.
Est-ce que Canva me laisse faire Mumuse attends, si je me connecte avec Google. Voilà. Allez, ça part. Oup. Yo-yo Ruby. Paint sous NDA. C'est ça. Hop là. Tu arrives à pile poil pour le tableau blanc. Donc on a une méta avec Gravy, Syndra. Ouais mais comment on a des couleurs de stylo? Rouge. Syndra. Et Verdo il a fripouille. Et c'est pas vraiment un triangle... C'est pas vraiment un triangle... Ça fait pas comme ça quoi, ça fait pas Gravy bat Verdance, Verdance bat Syndra, Syndra bat Gravy. C'est pas comme ça je trouve. Parce que pour le coup il y a vraiment ce truc de Gravy bat Verdance, ça c'est enfin c'est sûr. C'est Pokémon renversé, mais pas vraiment. Parce qu'en vrai ici c'est 50-50. Et ici c'est un peu favored Syndra mais pas tant que ça. Mes petites flèches mais... Genre c'est flèches... Enfin, Gravy il se bat en vrai. Dans le match-up Syndra, vraiment, si vous êtes. Enfin. C'est un match-up qui est légèrement à l'avantage de Syndra, mais si le Gravy est vraiment bon, et qu'il sait ce qu'il fait, et qu'il a la déclisse pour, c'est. Ça se tape, en fait. Et ça explique pourquoi Gravy a autant de succès encore, c'est que en fait dans ce triangle-là, il s'en sort très bien, parce que pour le coup, Verdance, elle en chie complètement contre Gravy. Mais par contre, Gravy, dans les deux autres match-up, il joue quoi. Enfin, même contre Verdance, il roule dessus, et contre Syndra, il joue, vraiment. Hein. C'est... Ça peut être du 60-40, mais genre Gravy Verdance, c'est du 80-20 ou du 90-10, quoi. Donc finalement, c'est juste que Gravy, il se prend les random warriors, les random Ocilio, qui pour le coup le démontent fortement. Et que dans un field ouvert, bah des fois vous avez des mauvaises surprises, quoi. Dans un field de type ProQuest, la musique de Doki Doki qui me met très très bien. Et du coup, en tant que top player, alors je déteste les méta triangles. Ça pour le coup, si la méta c'était vraiment comme ça là, je me tirerais une enfin c'est vraiment 80-20 comme ça. Je trouve c'est atroce parce que juste bah tu lances ta pièce et tu lèves les bras pour avoir ton bon pairing, c'est ce qui est nul. Honnêtement. Et après, quand c'est un gros deck dominant et faut tech le miroir, limite c'est plus intéressant, je trouve. Moi, honnêtement, j'ai une take très très controversiale, mais moi j'ai kiffé la méta Enigma Aurora. Voilà. Moi j'ai kiffé la méta Aurora Enigma parce que la méta Aurora Enigma c'était Aurora Enigma chie sur l'intégralité du film, par contre le match-up l'une contre l'autre c'est 50-50 et c'est ultra skillé. Donc moi j'aimais bien cette méta là, honnêtement. Alors effectivement il y avait que deux decks hein, parce que vaguement Prism qui s'en sortait pas trop mal, mais en vrai on a vu rapidement que c'était surtout une anomalie qui a eu 3 Prism en top 8 du Pro Tour, enfin une anomalie de... C'était hors stat parce que sur les events d'après, Aurora Enigma elle roulait sur tout le monde donc même Prism elle s'en sortait pas très bien. Mais ouais, deux top decks et des decks qui tentent de les battre, c'est pas trop mal je trouve. Après sinon bah, le field ultra open qu'on avait à Heavy Hitters, moi j'aimais beaucoup, même si du coup t'avais beaucoup de gem roulette, donc c'était un peu... De toute façon la gem roulette elle est toujours là, elle sera toujours là. Le jeu est fait de telle sorte qu'il y ait des match-ups qui soient horribles. Bah des fois c'est pas votre jour de chance. Hein. Moi je suis typiquement j'ai joué Syndra à Hambourg. J'étais sur Syndra, j'ai tagué Dashayo, round 1, qui est un match-up très négatif. Derrière je tape Gravy. Donc match-up un peu positif quand même. Enfin même plutôt positif. Même si Gravy peut se défendre. Round 3, je prends Jarl Fatigue anti-Syndra invincible. Donc lui c'était 0. C'était 0. Ingagnable. Vraiment absolument ingagnable ce match-up. Round 4, je tag Vincent, qui est un match-up très négatif pour Syndra. Round 6, et je suis encore dans la course à ce moment-là parce que
Celui-là, je... Celui-là... Trop chiant ça. Celui-là, c'est lose. Celui-là, c'est lose parce que je peux rien faire. Et derrière, par contre, ça, c'est win. Ça, c'est win. Je retac Dashayo en round 5. Je la fatigue. Je fatigue Dashayo avec Syndra bloc 2. Et round 6, je tag quoi? Je tag le bon vieux Victor qui s'était perdu là. Et lui, c'est moins. Et là, bah là, je peux pas faire des miracles non plus, quoi. Du coup, là, je prends ma lose. Et du coup, je finis mon calling en bourg en 3-3 en ayant tagué un seul deck méta attendu qui était Gravy. Parce qu'après, Dashayo, on en attendait un petit peu, mais pas tant que ça. Et donc, le seul deck méta que j'ai tagué sur la salle du calling, c'était Gravy. Le reste, c'était que des outliers, des gardiens de cons. Les Jarl, il y en avait 6 dans la salle sur 600 joueurs. Enfin, tu vois, bon. C'est la gem roulette, c'est la vie. Tu peux faire ce que tu veux, il y aura toujours des moments où tu vas taper des match-up horribles, même dans un fil de... Même dans un fil de calling, bah voilà. Au Pro Tour, ça se recentre un petit peu, mais tu vas quand même... Tu vas quand même avoir genre 40% de decks... de gens qui ramèneront pas les decks méta, voire même plus que ça, tu vois. Ce genre-là, si tu te dis... pour les Worlds, t'as 3 choix entre Syndra, Gravy et Verdance, qui sont les choix très raisonnables et t'as des très bonnes chances de faire une belle perf sur les 3 decks. Et le reste, pour le coup, tu commences à te nerfer pas mal tes chances et c'est un peu soit faut vraiment être spécialiste du truc et pas vouloir changer de deck ou quoi. La méta va quand même être toujours très ouverte et comme disent Zup, il y aura toujours beaucoup de représentations de decks non méta. Et donc, t'auras toujours des runs où tu vas prendre un deck méta, genre Syndra, et tu vas taper tous tes counters, parce que c'est tous les random gus de la salle que tu tapes qui jouent des counters de Syndra random, mais qui sont pas des bons decks, mais qui sont là, quoi. Donc ça, c'est vrai qu'à... Comme dit Zup, tout pareil, à suivre, c'est très cool de voir qu'il y a plein d'outliers qui tentent leur perso préféré et tout. Mais c'est vrai que quand tu joues et que t'essayes de gagner, c'est vrai que de taper des random trucs qui sont des match-ups horribles et qui sont, il y en a 5 dans la salle, t'es dégoûté quoi. Mais voilà, c'est vrai que à Magic typiquement ou dans d'autres jeux de cartes, quand tu vas avoir une méta à 2 decks, tu vas avoir 40% d'un deck, 40% de l'autre ou 35% de l'autre et tu auras 15% d'outliers alors qu'à Flesh and Blood les outliers ça va être sur un calling ça va être du 50-60% et sur un Pro Tour ça va être du 40% tu vois. Donc c'est vrai qu'il faut aussi prendre en compte que sur Flesh si t'as un deck qui est fort contre les outliers ça te donne énormément d'avantages et typiquement bah, Verdance est très 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 forte contre tout ce qui n'est pas Verdance vraiment elle a 2 decks qui la font chier, c'est Gravy beaucoup et Syndra c'est 50-50. Mais après tout le reste... non, t'as Kano qui te fait beaucoup chier aussi. Mais Kano ça fait chier tout le monde donc de toute façon... Voilà. Mais en fait Verdance tu vois contre tout le reste du field après t'es tranquille. Tu games bien, t'as l'avantage. Donc tous les trucs, tous les match-up un peu random, tu vas être bien en fait. Ça va être à ton avantage. Et c'est ça qui va faire la grosse force de Verdance et qui pour moi explique aussi le taux de conversion de fou à Hambourg. C'est comme dit, à Hambourg, les 5 decks que moi j'attendais, c'était ces 5 là. Donc Syndra, Verdance, Florian, Gravy, Caillot. Donc pour le coup, ma lecture de la méta était bonne. Et c'est pour ça que j'avais choisi Syndra. Mais par contre, je m'attendais pas à ce qu'il y ait 60% de trucs qui soient pas ça, quoi. Et j'étais trop dans l'idée de me dire, bah là, la méta, les gens ils vont jouer méta. C'est pas vrai. À Flesh and Blood, à Flesh and Blood, il y aura toujours 50%, enfin en tout cas, historiquement, il y a toujours il y a toujours 50% de gens qui vont jouer random deck ou en tout cas tiers 2 deck quoi. Tac. Fatigue Dio avec Syndra, sorcellerie. Bah écoute, c'est arrivé, je sais pas comment. Je rattrape un peu le chat là. C'est arrivé. C'était extrêmement close et c'était fatigue à une carte près dans le deck, mais c'est passé. J'adore les visuels. Ils sont très beaux mes tableaux blancs, monsieur Pirouette. Et oui, ouais, c'est vraiment la force de Verdance de massacrer les outliers. Prism, c'est chaud pour Verdance. Ça va.
T'as Channel Tranquil Domain, tu lui dis fuck et voilà. Ça se joue très bien. C'est 50-50, tu vois, mais c'est... Voilà. Ocilio, c'est pas facile non plus, mais t'es bien, tu vois, tu joues ta game, t'es pas en mode je suis Syndra et j'ai tagué Victor, je vais m'enterrer, quoi. Tu vois, c'est pas... Il y a que Kano où vraiment en Verdant c'était en mode ok là c'est vraiment négatif. Kano a vraiment l'avantage si c'est joué le match-up. Parce que Syndra, si tu tombes contre Vincent qui se joue le match-up, c'est horrible. Si tu joues, si t'as vu Victor, tu peux aller te faire foutre. Si tu tags Riptide, t'as pas envie. Si tu tags Puffin, t'as pas envie. Si tu tags Dashayo, t'as pas envie. Si tu tags Jarl, t'as envie de mourir. Enfin, tu vois, t'as plein de match-up où t'es en mode c'est horrible. Mais c'est des decks qui sont pas très représentés, ou en tout cas moyennement représentés. Le bon vieux Huntsman. Eh ben, qu'est-ce qu'il a le bon vieux Huntsman? J'ai débuté sur le jeu, j'ai buy Syndra et quel plaisir pour un débutant. Ouais, c'est un très chouette deck Syndra et en vrai il a beaucoup plus de profondeur. C'est comme d'habitude. Comme d'habitude, les decks aggro ont la réputation d'être des decks de teuteux et c'est pas vrai. C'est juste que effectivement ils fonctionnent. La base fonctionne plus facilement, mais les mauvaises Syndra tu vois tout de suite. Et les très très bonnes Syndra, tu vois que ça perf quand même mieux que les Syndra qui sont shaky de fou. Donc aggro a la réputation d'être des decks de débiles, mais c'est complètement faux. Est-ce que je crois au truc de deck pour top et de deck pour win du coup? Ouais, complètement. Je pense que c'est très très vrai et que là typiquement Verdance c'est un très très bon deck pour top. Et que par contre si t'as ton Gravy et que t'arrives dans un top avec 4 Verdance dedans, t'es le roi du monde. Mais que la route sera plus dure. C'est qui le héros Super Slam que tu vois le plus prometteur? Ouais. J'ai envie de dire... non, je pense que c'est... Honnêtement, je pense que c'est Pléiade là, le meilleur des 4 pour le moment. Je pense pas qu'elle soit très forte, mais je pense que c'est celle qui a le plus de potentiel sur les 4. Ou en tout cas le meilleur card pool sur les 4. Surtout que si t'es débile, tu perds plus en jouant aggro. Oui, ça c'est vrai. Si tu joues comme un golem, aggro te permettra de gagner des games, alors que les autres non. Mais si tu joues mal aggro, ça va se voir. Et tu vas pas avoir un win rate de fou non plus, quoi. Huntsman, sa game contre Verdant, ça skip. Bah... bof. Enfin, je pense pas. Ouais, si tu touches potion ou... si tu touches une des combos pistes avec ta DR en mode la chatte à DD, bravo, quoi. Mais... ouais, c'est ça, quoi. C'est... Le Huntsman, maintenant, il a du win rate parce que quand tu touches la bonne carte du top deck avec ta DR, t'es le roi du monde, mais c'est une chance sur 60, quoi. Enfin, 3 chances sur 60. Là, c'est 6 chances. C'est pas mal, c'est à 10%. Mais 10%, c'est pas ouf, quoi. C'est ça, mais lui 3 heures dans sa baniche, tu vas manger chaud, quoi. Première armory sur flèche avec Syndra, j'ai joué comme un peintre, mais j'ai réussi à arracher une game. Ouais, bah c'est ça qui est cool aussi, tu vois, c'est que tu peux quand même prendre des games. Midrange, quand tu joues comme un golem, c'est pas mal aussi avec Florian. C'est vrai que Florian, le niveau minimal pour faire tourner le perso, il est très bas. Mais si tu fais des miss-blocs contre Syndra, la Syndra elle va troller dessus. Alors après Syndra, si elle joue bien, elle va troller dessus quand même parce que Syndra Florian c'est horrible pour Florian, mais mais voilà. Et puis, je pense qu'on a pas mal fait le tour, hein, les petits potes, les petits amis. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, si vous avez pareil des questions comme ça, on peut parler un peu des Worlds, mais je vous ai un peu déjà dit mon ressenti. Je pense qu'on aura beaucoup de Verdance, beaucoup de Syndra, pas mal de Gravy aussi. Ça va être vraiment méta à 3 decks. Avec, comme d'hab, toujours beaucoup d'outliers. Et quand LL, ça va être Chain versus Starvo, les autres c'est des pics complètement délus à mon avis. Enfin, de ce que j'ai vu pour l'instant, je trouve que les autres decks sont vraiment pas au niveau. Viscerai c'est mignon. Viscerai c'est mignon. Si vraiment t'es un gros fan de Viscerai, tu peux le jouer, mais même moi qui suis un gros fan de Viscerai, je vais pas m'y risquer parce que je trouve que le deck il est instable as fuck. C'est-à-dire que
c'est les montagnes russes, Viscera, t'as des games, tu exploses le mec tour 2 et il peut rien faire, et bravo, t'as eu ta meilleure game, et il y a des games, pendant 10 tours, tu le regardes en mode, bah, j'essaye de faire Sir une chante, désolé, j'y arrive pas, et, et t'es nul, et voilà. C'est tout le L qui est casino. Non, c'est... Alors, oui, mais non. Tu as Chain et Starvo, qui ont des mécaniques intrinsèques de casino évidentes, mais leur niveau minimal est décent. C'est juste qu'ils ont la possibilité de faire des tours de gros débilus beaucoup de fois dans la game. Viscerai, c'est toute ta game qui dépend de si tes cartes sont dans l'ordre dans ton deck. Donc ça va pas du tout pour moi. Alors que Starvo et Chain, en fait, c'est juste à plein de fois des chances de faire ton truc ultra fort. Du coup, en fait, en moyenne, et c'est très très lissé par rapport à Viscera, où tu vas avoir boum 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 boum, une game t'es le dieu, une game t'es nul, une game t'es dieu, une game t'es nul. Starvo et Chain, bah c'est juste à... T'auras pas ton casino ou t'auras pas tes meilleurs hits à tous les tours, et t'auras certaines games rarement où vraiment il y a rien qui veut se mettre, et là t'as vraiment un deck qui pue, mais c'est beaucoup beaucoup moins fréquent que Viscera où tout se repose sur vraiment faut que t'aies les cartes dans l'ordre dans ton deck, alors que Starvo et Chain c'est juste bah tu pioches ta main, est-ce qu'elle fait le truc débile, ou enfin Starvo c'est tu pioches ta main, est-ce que t'as le casino qui marche, si oui tu exploses le mec en face, sinon tu joues gardien gaming, et Chain Chain, bah, c'est tu baniches tes 3-4 cartes du top, t'as des gates dedans, t'as tes runes dans la main, bah t'exploses le mec, tu le défonces, tu fais des chiffres démoniaques, et si ça le fait pas, bah tu joues tes gates de la main et tu fais des chiffres normaux. C'est juste, en fait, le Starvo Chain, voilà, c'est ça, c'est que quand ils touchent pas, en général, ils font quand même des chiffres normaux, c'est juste que quand ils touchent leur truc, ils font des chiffres qui sont sataniques. Et Viscera, c'est juste, bah, t'as une game où tu vas faire la game où je tue le mec tour 3 et il a rien pu jouer parce que je lui fais 54 dégâts tour 3 en un burst et il peut rien faire. Et il y a des games où tu vas faire main à 8, main à 8, main à 4 et voilà. Et Marlene en LL, Bah, t'as Golden Tipple, hein. Tu as le tout-puissant Golden Tipple. Mais voilà. Donc en fait, oui, c'est des decks qui ont beaucoup de variance intrinsèques, Starvo et Chain, mais le problème, c'est. Enfin, ce qui fait leur force, c'est que leur variance n'est que positive. C'est-à-dire que quand t'es dans la variance négative, tu joues juste un deck normal, et quand t'es dans la variance positive, tu joues Dieu sur Terre descendu châtier les impies, quoi. Donc, ouais, c'est des persos un peu forts, quoi. Donc oui, les games vont être explosives, et les games vont être flashy, et ça va faire joli à la caméra. Mais on va souffrir pour vous derrière les cartes. De l'autre côté de l'écran au Worlds, moi je vais être dans mon pire... Bah on joue au casino quoi, hein, c'est... voilà. On espérera toucher les casinos du top ou les casinos dans la main. Et Prage ça marche. Donc j'avoue que j'ai pas trop hâte de jouer en LL, même si c'est rigolo. Mais en fait c'est rigolo mais en armory tu vois. T'as pas envie de jouer tes worlds sur bah est-ce que j'ai casiné super fort avec mon Starvo ou est-ce que j'ai touché mes gates du top avec mon chain, c'est ça fait pas, enfin compétitivement ça me fait pas très envie quoi. Voilà. Voilà. Je fais défiler l'écran, on va se mettre en just chatting parce que j'ai plus rien à vous montrer là, c'est bon, on a fait le j'ai épuisé mes ressources. Mais voilà. J'ai plus grand chose à vous dire sur le point méta. J'aimerais bien faire que ce petit format là, bon, ce petit format a encore fait 2 heures, hein, mais bon, vous savez ce que c'est un live Twitch, on discute. Mais en vrai, j'aimerais bien, ouais, régulariser un peu ce genre d'émission où on fait un peu le point, voilà, soit le faire tous les mois, je sais pas, ouais, tous les mois, ça peut être sympa, faire un petit point sur où en est la méta, comment ça a évolué, ou de le faire si jamais il y a des bans un peu impactants, d'attendre 2 semaines et de dire bon bah voilà on en est où après ces bans, quand il y a une extension qui sort. Enki en interne il a dit une fois par semaine 2 heures mini. Ouais mais en fait c'est trop fréquent, tu vas rien avoir à dire. Parce que là tu vois j'ai fait le tour et en vrai c'est cool, ça fait 2 heures, c'est bien. Après sinon on peut faire, en fait voilà c'est ça, c'est sinon...
Sinon, on l'intègre dans les Fab News et on fait une capsule de 15 minutes où on dit bah voilà, il s'est passé ça, ça, ça en compète. Ça donne ça, 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 on observe cette tendance, merci, au revoir, et on passe à la suite, tu vois. Donc soit on fait vraiment voilà, un format comme ça un peu mensuel ou trimestriel si on le fait une fois par extension. Mais je pense qu'on peut le faire un peu plus souvent qu'une fois par extension parce que la méta elle a tendance quand même un petit peu à bouger. Mais ouais, à voir si on régularise un peu. Et ouais, à quand le prochain Fab News? Ça c'est pour vous les gars là. J'essaierai de participer évidemment, mais oui, j'aimerais bien qu'on régularise un peu ce format sur la chaîne. Moi je me focalise un peu plus sur l'aspect compétitif du truc, évidemment. Enfin évidemment, parce que ça me plaît. Je vais quand même essayer de continuer à faire des vidéos, enfin continuer de reprendre un peu les vidéos plus orientées nouveaux joueurs, contenu éducatif, tout ça. Mais là, j'avoue que j'ai pas trop d'inspi en ce moment, donc bah plutôt que de faire des trucs bof, je fais pas. Je sais pas trop. Si vous avez des bonnes idées de voix des champions ou de trucs comme ça, je prends. J'avoue que les portraits de héros, ça tournait un peu en rond et ça m'ennuyait. C'est vrai que Silver Age arrive. Silver Age arrive, donc ça on va en faire et on va se marrer dessus. Je pense que ça va être cool. Ça va être bien bien cool. Donc ça va redonner un peu de grain à moudre. Donc ça va être sympa. Et puis voilà quoi. Mais du coup, voilà, en ce moment, bah, vu que je me focalise beaucoup sur la compétition pour essayer de faire les meilleurs résultats possibles, même si les callings, ça n'a pas trop été ça. Mais aussi parce que bah, j'apprends à... Je progresse sur ma lecture des environnements de tournois Flesh and Blood, bah, notamment, voilà, mais le calling Hambourg et le calling Copenhague m'ont vraiment fait réaliser que si le meilleur deck est fort dans que dans le petit groupuscule de deck où il est fort, enfin c'est très très fort de jouer un deck qui est bon dans un field très varié. Typiquement Verdance actuellement. Ou dans la méta Gravy, bah Gravy était très bon, mais jouer Sleepy c'était aussi un très bon choix parce que Sleepy était très très fort contre un peu tout. Donc ouais, c'est dans des tournois type Calling, Battle Harden, nationaux, etc. Jouer un deck qui est très fort en open field, c'est très très valuable pour faire des perfs régulières. Voilà, c'est ce que j'ai appris ces derniers mois, notamment. Voix des champions spécial macro gameplay, vu que tu avais déjà fait value tour par tour. C'est macro gameplay, c'est assez vague, mais oui, je pourrais je vais y réfléchir, à voir comment je peux essayer de formater ça pour que ce soit digeste et que ce soit pas juste un tour infini en rond, parce que c'est un peu, ça dépend beaucoup du deck que tu joues la macro. Ça dépend vraiment beaucoup de ce que peut proposer ton deck comme variation de plan de jeu macro, ou des fois t'as pas de variation de plan de jeu macro, t'en as qu'un, c'est taper. Et, et voilà, par exemple. Ou t'en as qu'un, c'est faire ta combo de canaux à toutes les games le plus tôt possible et basta. Donc ouais, faut... Le deck building, mais le deck building, pareil, c'est très... Tu peux nous apprendre à draft. C'est très... Alors, le draft, j'ai commencé à écrire un gros article dessus, que je prévoyais de publier sur Metafy, mais je bloque dedans parce que c'est tellement vaste, tellement large drafté, il y a tellement de sujets que c'est très très dur à écrire, honnêtement. Et j'ai vraiment un truc qui est déjà très avancé, mais je suis en mode c'est pas assez exhaustif, tu vois. Technique pour pitch tag, je joue depuis un an et je me suis jamais pensé dessus, et des fois je me dis que j'aurais aimé savoir ce que je dois en fin de partie. Et bah... Moi j'ai pas de technique. C'est soit tu... Si tu veux retenir ton pitch tag à la carte près, bah c'est tu dois tout retenir et il faut te péter le crâne dessus. Soit faut essayer de trouver un moment
on va dire, un turning point où tu vois une certaine carte ou un certain package de cartes très rapproché où tu dis ok là j'ai cette main là qui s'assemble sur mon second cycle et du coup je vais essayer de la complémenter et je vais essayer aussi de ralentir la game pour accéder à cette main là qui est très très forte. C'est pareil, c'est très vague et il y a plein de decks qui pitch stack pas spécialement aussi maintenant, c'est plus trop la pitch stack on va dire de façon assez intensive, c'est plus très important dans le Flesh and Blood moderne je trouve. On n'a plus trop de decks qui veulent vraiment faire ça très activement et les games vont plus tellement souvent au second cycle, voire des fois juste le second cycle est pas hyper pertinent quoi. Juste mettre une power card entourée par des cartes qui la supportent comme des bleus et à partir de là tu sais plus ou moins ce qui arrive. Ouais c'est ça. Tu fais juste des... Enfin, si tu vois que la game va au second cycle, t'essayes de te faire des petites poches de synergie un peu sympa, où tu sais que tu auras des bonnes mains, mais tu vas pas chercher à faire une pitch stack complète machin à la Cano d'avant, à la miroir de gardien d'avant, où t'essaies vraiment de mettre toutes tes power cards machin pour faire tic-tac-tac, tic-tac-tac. T'as plus tellement ça. C'est plus très intéressant en fait dans le jeu actuel, c'est plus très utile en fait. Ouais, c'est ça, commencer par s'entraîner sur une main, tu te dis ok, celle-là elle va arriver. Et c'est plutôt adapter sa tempo en fait quand tu sais que t'as un pitch stack qui est pas mal. Euh... T'essaies juste de ralentir la partie aussi, c'est surtout ça. C'est de te dire ok là j'ai vu que j'ai pitché ça, ça, ça et ça ensemble, ce qui est très fort. Et j'ai bien envie de voir cette main là ou cette paire de mains là plus tard. Du coup je vais beaucoup plus bloquer et beaucoup plus essayer de ralentir la partie. Mais ça c'est juste voilà de te dire ok bah si je vise le second cycle il faut que je ralentisse ma partie. Le crack and play gardien, c'est cool pour s'entraîner pitch stack. Exact. Le limité ICs était. Pour le coup, en limité, c'est toujours hyper important. Et ça donne vraiment un avantage de fou de pitch stack, bah, notamment quand on faisait du draft ICs aux nationaux et à Singapour, je faisais tout mon possible, j'y arrivais pas tout le temps, pour retenir toute ma pitch stack de Gravy. Enfin, même les autres decks, il fallait le faire aussi. Et ça donnait un avantage de malade sur le draft ICs. Dans Super Slam, quand vous jouez Tough Nut ou quand vous jouez contre Tough Nut, c'est ultra important aussi parce que la game va aller loin dans le deck et tu sais que tu vas faire second cycle quasi complet, donc il faut bien retenir ce que t'as. Et quand tu joues Tough Nut, c'est hyper important parce que comme ça, tu sais ce que tu vas pitcher avec ton Tough Nut. Donc pareil, c'est ultra important de savoir, de connaître ta pitch stack en limité, beaucoup plus qu'en construit, où actuellement en construit, je trouve que c'est pas très utile de pitch stacker au-delà de Gravy quand t'arrives sur des fins de game où t'es en mode ok, je vais essayer de pitch stacker un truc spécifique pour faire mes tours Whaler facilement, ou des tours un peu combo-ish avec Whaler Pearl, mais ça se joue plus trop Pearl même dans les listes Gravy post-Tipple parce qu'on a plus assez de gold juste pour faire la combo Pearl plus Whaler en fait. Le deck génère plus assez de gold pour se permettre de jouer cette combo là qui était hyper cool et hyper forte. Le pitch stack en limité m'a donné une carrière de Mango. Ouais, non, mais le pitch stack en limité ça fait toute la diff. Hein. Comme dit, sur le draft I6, je faisais vraiment d'un gros effort pour essayer de retenir au mieux ce que je pitchais, enfin ma pitch stack. Et sur Gravy, ça faisait vraiment un avantage de malade mental quoi. J'ai fait mes scores 6-0 au Nats et 5-1 à Singapour sur le dos du pitch stack. Hein. Enfin 3-0 sur Gravy, parce que ma Marlin rouge, je pitch stackais pas. Hein. Ma Marlin Redline, c'était tout droit dans la tête et, et le pitch stack n'arrivera jamais. Puis voilà. Et puis voilà. Hein, c'était une petite émission sympa, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le format vous a intéressé, cette petite review donc de l'évolution de la méta depuis la sortie de l'édition et des bans, de regarder un petit peu les decklists qu'on vient perfait, voir ce qui a été comme innovation, ce qu'on voit comme nouvelle carte un peu arrivée dans les decks principaux du field. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir
sur YouTube, quand il y aura le replay, ou dans le chat quand vous passez sur Twitch. Ça fait toujours hyper plaisir d'avoir autant de gens présents dans le chat sur les émissions. C'est vraiment hyper agréable d'avoir un vrai chat Twitch qui vit, et aussi de voir que ce qu'on produit vous plaît et vous intéresse. Y a pas, ça n'a pas d'autre but que d'être intéressant, donc si ça vous intéresse, on a tout gagné, quoi. Donc merci de soutenir la chaîne depuis aussi longtemps. On est aux 1000, on a dépassé les 1000 abonnés sur YouTube depuis un petit moment. On va essayer de préparer un petit truc pour ça d'ailleurs. Une petite émission, histoire qu'on ait un truc sympa à faire. On vous tient au courant là-dessus quand on aura quand on aura tout planifié. C'est vrai que c'est arrivé plus vite que ce qu'on pensait. Mais voilà. À très très bientôt sur Final Café, à la prochaine, je vous dis à bientôt, je sais, parce que là il va y avoir les Worlds pour très bientôt, donc pas sûr que je puisse refaire de live avant ça. Peut-être un petit truc détente, tranquillou. La semaine prochaine, on verra bien. Mais voilà, les Worlds arrivent à grands pas, donc je prépare très très fort pour essayer de faire une belle place. Essayer de cash, de toucher le cash prize au moins pour rembourser le billet si possible. Ce serait sympa. Voilà, des gros bisous, merci d'avoir été là, merci à tous ceux qui ont sub, merci à tous ceux qui ont follow, c'est trop cool. Et à très bientôt sur Final Café, bye bye.